Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Salah de la chaîne YouTube Salazar. Et si je l'ai invité, c'est pas par hasard. Ça, pour la rime, c'est cadeau. Salah, c'est le genre de parcours qui devrait parler à beaucoup d'entre vous. Il s'est lancé dans l'informatique sur le tas à 27 ans, sans diplôme tech au départ, juste avec une formation de quelques mois. Et aujourd'hui, il est administrateur système et réseau en freelance. Il vit de son métier, il l'exerce dans des conditions qu'il a choisies et il a même quitté la France pour devenir digital nomade. Mais ce que je trouve intéressant chez Salah, c'est son approche de la tech. Il dit clairement que votre formation technique ne vous trouvera jamais un job toute seule. Que décrocher un poste, trouver des clients, c'est un métier à part entière. Et c'est exactement là-dessus qu'il accompagne les gens. Alors dans cette vidéo, je vais lui poser toutes les questions que vous vous posez. La vraie roadmap pour faire carrière dans l'IT quand on part de zéro. Ses hacks concrets pour décrocher son premier job en salariat ou ses premiers clients en freelance. Est-ce que ça vaut encore le coup de se lancer dans l'informatique avec l'arrivée de l'IA? Comment éviter aussi la précarité quand on est en freelance? Et qu'est-ce qu'il répond à ceux qui sont persuadés que le marché est bouché ou que les techs vont être remplacés par l'IA? Donc si vous êtes en reconversion ou si vous êtes bloqué dans votre poste actuel ou si vous hésitez encore à vous lancer, restez bien jusqu'au bout parce que va y avoir quelques pépites dans ce qu'il partage. Salah, du coup, bienvenue et content de t'avoir. Salut Damien, content d'être présent sur ta chaîne et merci de m'avoir invité aujourd'hui. Alors, pour commencer, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais te présenter rapidement? Bien sûr, alors moi je m'appelle Salah, je suis administrateur système freelance depuis 8 ans. C'est comme ça que j'ai démarré. Alors j'ai pas démarré en tant qu'admin système, bien sûr, j'ai commencé en tant que technicien support, mais j'ai tout de suite commencé en freelance parce que c'est comme ça que ça s'est présenté à moi. Et puis, au fur et à mesure du temps, je suis passé par différentes missions, différents clients. Effectivement, j'ai eu l'occasion au bout de quelques années de travailler en full remote et donc d'être digital nomade et aujourd'hui, je me suis lancé sur YouTube depuis une petite année où je partage un peu mon expérience et j'essaie aussi d'accompagner les personnes à avoir des résultats dans l'informatique malgré que tout le monde pense que le marché est bouché. Voilà. OK, top. Hem, Avant de te lancer dans l'informatique, tu faisais quoi? Tu travaillais dans quoi? Alors en fait, moi, au niveau de mon parcours, j'ai toujours, eu le nez dans l'informatique finalement. Moi, depuis que j'ai à peu près même 7-8 ans, j'ai eu la chance d'avoir un ordinateur. Mon père m'avait acheté un ordinateur où je commençais déjà à jouer aux jeux vidéo, pour les plus anciens, moi je suis né en 91. Je jouais à Flight Simulator, simulateur d'avion, avec un joystick et cetera. Et donc j'avais déjà un ordinateur, et j'ai découvert l'informatique à travers le jeu vidéo. Et puis, au fur et à mesure du temps, je me suis orienté là-dedans. Donc quand j'ai passé un bac en informatique, qui était à l'époque un bac qui s'appelait gestion des systèmes d'information. C'était un bac technologique. Après la comptabilité, j'avais fait ça. Malheureusement, durant cette année, j'ai fait de la programmation. J'ai pas vu de système, j'ai pas vu de réseau. On a fait de la programmation sur du papier. On faisait du PHP, du VBA, du SQL sur papier. Ça m'a un peu écœuré. Donc, après mon bac, j'ai arrêté. Je me suis orienté plus vers du commerce, juste, comme ça, je savais pas trop quoi faire pendant 2-3 ans. J'ai arrêté pareil, et puis après je me suis plutôt concentré sur, le jeu vidéo, le sport. Le jeu vidéo, je pensais pouvoir aller chercher une carrière professionnelle, ce qui s'est jamais fait et des petits boulots. Donc j'ai jamais vraiment eu de grosse direction après ma sortie des études. C'était des petits boulots en usine et cetera. J'ai travaillé, ouais, dans différents domaines, le secteur automobile, j'ai même trié des déchets, dans des trucs, enfin voilà, j'ai fait ce genre de boulot et ensuite je me suis réorienté vers l'informatique vers 27 ans, même si j'avais fait une tentative, 22-23 ans qui s'est mal passée. Ça, j'en parle dans ma chaîne YouTube où, j'ai eu, voilà, un échange, assez, qui s'est pas un comment dire? Un rendez-vous qui s'est mal passé pendant 1 an avec Pôle emploi. Bon bref, ça j'en parlais dans ma chaîne YouTube. Mais après, avoir traîné un peu et cetera, j'ai décidé de me remettre dans l'informatique, c'est ce que je voulais faire et j'ai fait une formation diplômante, bac+2, hein, ce qui se fait maintenant en 9 mois, via CPF et cetera et comme ça c'est comme ça qu'après ça, je me suis retrouvé dans l'informatique en cherchant un job, en candidatant, freelance et cetera et c'est comme ça que j'ai pu décoller en fait. Mais initialement, c'était un parcours assez, on va dire
classique pour, des personnes, qui étaient à l'école, mais qui après, bah, comme tout le monde, je sors de l'école, je savais pas trop quoi faire, quoi. C'est pas destiné dès le début, en tout cas. OK, donc tu jamais eu d'expérience dans l'informatique, tu as fait un bac+2, que tu as obtenu, au bout de 9 mois et après tu t'es dit quoi? Tu t'es dit: «Je vais d'abord, trouver un poste pour avoir de l'expérience, en CDI» ou tu as attaqué directement, en freelance? Bah, en fait, ça s'est passé, mon but, moi, c'est de trouver des solutions à ce moment-là. J'avais aussi commencé à comprendre comment les mécanismes fonctionnaient. Je veux dire, toute la théorie, on t'explique, c'est-à-dire que tu fais des études, tu apprends quelque chose et après tu sors et puis tu postules et on va t'employer. C'est pas la réalité. Alors peut-être que c'était le cas avant, mais moi, comme je l'ai dit, je suis né dans les années 90, ce qui fait qu'arrivé à 18-20 ans, tu y arrives, aux alentours de 2010-2015 et je pense qu'à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui a commencé à se créer, c'est qu'il y avait beaucoup de gens diplômés et trouver un job, peu importe le domaine, on commençait à avoir des personnes qui avaient des masters et qui finissaient caissier. Donc cette réalité-là, quand je suis arrivé à 27 ans, j'ai commencé à prendre conscience parce que je voyais mes amis et mon entourage vivre ça. Mais sauf que je voulais trouver moi, ce qu'il me fallait à ce moment-là, à 27 ans, c'était des solutions. C'est pour ça que les discours aujourd'hui que j'entends sur, c'est la fin de l'informatique, le marché il est bouché ou plein d'autres domaines, c'est-à-dire, enfin plein d'autres sujets où on dit que c'est compliqué de trouver un travail, bien sûr que c'est réel et bien sûr que, on faut le constater. Mais en fait, s'arrêter à le constater, ça ne changera rien, en fait, à la conséquence. Donc l'idée, c'est de se concentrer sur les solutions et c'est ce que j'ai fait à partir de 27 ans en me disant: «Bon OK, moi je veux faire ça, donc je vais faire tout le travail». C'est-à-dire que je suis allé regarder les offres d'emploi, j'ai regardé les compétences demandées, j'ai cherché les organismes de formation, j'ai pris tout ça, j'ai passé des tests, je les ai ramenés devant Pôle emploi, ils ont pas pu me dire non. En fait, j'ai forcé la main, j'ai fait le travail de tout le monde pour arriver à avoir mon diplôme que je n'ai pas eu, encore une fois, parce que je suis tombé, voilà, sur quelqu'un avec qui on s'est mal entendu au moment de l'examen. Il a pas aimé, globalement la manière dont je m'exprimais et entre guillemets «ma confiance en moi» quoi, ça lui a pas plu, donc j'ai pas eu l'examen. En tout cas, ça c'est ma définition, de la chose. Ce qui a repoussé l'examen, parce que je l'ai pas eu au bout de 9 mois, hein. Si on part du jour 1, j'ai fait une formation de 9 mois, Mmh. j'ai pas eu l'examen. Je l'ai repassé après 3 mois après, sauf que j'ai pas pu, parce que c'était le même examinateur. Donc j'ai dû repousser. Ça a mis encore, donc finalement j'ai mis 1 an et seulement au bout d'1 an, j'ai eu le diplôme et bah, à partir de là, il me fallait trouver un job. Donc moi, à cette époque-là, ça fait on est arrivé en j'ai commencé en 2017 la formation, je crois et ça on arrive à 2018, enfin un peu plus de 2018 et bah, là, en fait, bah, je candidate comme tout le monde, je suis sur Indeed, je regarde les offres d'emploi, mais en parallèle, je vois des offres où on parle d'auto-entrepreneur et moi, Mmh. bon, bah, mon père est auto-entrepreneur, enfin, il a bossé en tant qu'entrepreneur, il avait aussi sa société, donc je savais ce que c'était, mais dans les offres d'emploi, je ne savais pas trop. Donc je parle un peu avec mon père et cetera, il me dit: «Bah, ouais, tu fais un statut, enfin, il y a rien de fou, quoi. Tu fais ça et peut-être que tu candidates, tu verras bien». Donc c'est comme ça que je me suis retrouvé là-dedans. J'ai candidaté aussi aux offres en même temps en freelance et c'est comme ça que, bah, j'ai eu ma première expérience. Encore une fois, c'est en allant trouver des solutions et là, Mmh. aujourd'hui, oui, j'en parle avec les gens. Aujourd'hui, c'est plus commun et cetera. Tout le monde parle de ça, bla mais à cette époque-là, il y avait que quelques personnes, encore une fois sur YouTube, sur internet, qui parlaient du freelancing et principalement, c'était que des devs. C'était des devs, Mmh. mais à cette époque-là, c'était pas commun d'en parler, remote, tout ça, c'était pas quelque chose de classique. Donc, c'est en cherchant des solutions que je suis tombé là-dessus et donc, bah, après voilà, j'ai démarré comme ça, mais c'était compliqué parce que, 1re mission, gauche, droite, c'était compliqué. Donc, Ouais, mais bah, c'est la première mission que j'ai trouvée, enfin, ça s'est fait, en cherchant des solutions. Il y avait pas de parcours, il y avait pas de plan. mmh. Mon but à ce moment-là, c'était juste de gagner ma vie en informatique et pas autrement, quoi. Ouais, c'est clair que c'était pas monnaie courante, pour avoir, des informations, il fallait vraiment aller à la pêche des informations. Là, aujourd'hui, on a tout accessible juste à côté de nous, et tu sais, combien pour donner un ordre d'idée, combien de tu as envoyé de CV? Tu as postulé à combien d'offres en CDI et combien d'offres en freelance? J'ai pas fait le différentiel entre les 2 parce que pour moi, Ouais. je m'en foutais. À ce moment-là, mon but, c'était de gagner de l'argent en faisant de l'informatique parce que j'avais déjà candidaté avant, mais j'avais pas la formation, j'avais pas le diplôme et à chaque fois, on m'envoyait chier en me disant, «Bah, tu pas de diplôme, pourquoi tu nous Mais appelles?» Bon, OK et après, bon, bah, j'étais jeune à ce moment-là, j'avais pas le bagou, que je pourrais avoir aujourd'hui, donc je pouvais pas passer sans diplôme. Mais à ce moment-là, je comptais pas. C'est simple, en mmh. fait, tous les jours, je candidatais. C'est pas D'accord. compliqué, en fait. Il y a pas une journée ou il y a pas une semaine où en gros, au bout d'un moment, quand je regardais les offres, je me disais: «Bon là, je suis déjà arrivé à cette page». Ça n'existait pas.
Toutes les pages, toutes les plateformes, Freework, enfin à l'époque, je sais plus c'était quoi le nom. Aujourd'hui ça s'appelle Freework, Freelance-info ça s'appelait avant. Indeed, toutes les plateformes qui pouvaient exister, j'allais dessus, je regardais les offres, je candidatais et à cette époque-là, j'avais pas un CV blindé, j'avais pas les méthodes que «j'applique» entre guillemets actuellement avec mon expérience et tout, donc c'était un peu du à l'arrache quoi. J'avais un CV, j'avais un diplôme, je balançais, tu vois? Et j'avais pas beaucoup de réponses. J'avais pas beaucoup de Mmh. réponses. Par contre, dans ces offres en freelance, faut savoir que, la réponse que j'ai eue à cette offre, j'y avais candidaté 3 mois avant. Donc faut comprendre aussi qu'il y a une question de délai. Des fois les gens ils disent: «Ouais, je candidate, ça marche pas, on me répond pas». Bah oui, mais en fait, plus tu vas candidater, plus tu cumules les candidatures et en fait tes CV ils arrivent dans des bases et en fait une candidature que tu as fait, en janvier, potentiellement, ça va remonter dans les petits papiers de quelqu'un qui a besoin de toi je sais pas moi, en mars et donc on va t'appeler. On va dire: «Ouais, on a reçu votre CV pour ça, nani nanana, votre profil il est intéressant, est-ce que, bah, vous êtes intéressé pour quelque chose?» Bah ouais, go. Mais tu l'as envoyé 2 mois avant. C'est pour ça que les gens qui «abandonnent» entre guillemets les candidatures très tôt, bah, ils se rendent pas compte que tout ce qu'ils font avant, c'est le petit poussé, quoi. Tu viens, en fait, tu mets des choses, tu balances ton CV, 1, 2, 3 et tu cumules et ton but concrètement, c'est d'en faire un maximum. Alors maintenant te donner un chiffre, je pourrais pas, Mmh. mais je les comptais même pas. C'était vraiment CV, CV, CV tous les jours, et j'attendais qu'on m'appelle. Voilà, comme c'était ça ma stratégie, il y avait pas d'autre stratégie, j'avais aucune connaissance, je connaissais pas LinkedIn, c'est après LinkedIn que c'est arrivé, mais au début, j'étais pas du tout réseaux sociaux en plus moi, zéro. Mais quand je dis zéro, zéro, pas d'Instagram, pas de Facebook, rien du tout. Heu, c'est après que j'ai compris bah et à cette époque-là, c'était pas comme ça non plus. LinkedIn, c'était entre guillemets «le début». C'est à cette époque-là où je me rends compte: «Ah bah, il y a LinkedIn. Ah bah, effectivement sur LinkedIn, c'est le côté professionnel qui est important dans ce réseau social. OK et ah ouais, c'est vrai qu'à ce moment-là, bah, il y a beaucoup de gens qui proposent des offres dans l'informatique pour LinkedIn. C'est sûr, si tu étais boulanger, c'était compliqué sur LinkedIn, ça sert à rien. Mais à cette époque-là, entre guillemets, «tout se faisait pas». Donc je me suis retrouvé là-dedans. Mais ça, c'était au fur et à mesure et effectivement, au début, je candidatais énormément. Je faisais de la masse, quoi. Je me cassais pas la tête, Mmh. je faisais de la masse, mais j'avais pas d'autre solution, en fait. OK, c'est ton approche, elle est vraiment stratégique parce qu'en fait, déjà, tu partais, on va dire, bah, sans expérience et c'est un petit peu le plus dur, hein, quand tu fais ta formation, tu as ton diplôme, bah, le plus dur maintenant, c'est d'acquérir de l'expérience. C'est un petit peu le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que on va postuler, on nous dit: «Bah, non, vous avez pas d'expérience» et nous, on Bah leur ouais. dit: «Bah, ouais, bah, justement, embauchez-moi, comme ça, j'aurai de Bah ouais, l'expérience» bah ouais. et ils te disent de revenir quand tu auras l'expérience. Donc en fait, voilà, Bah c'est compliqué et toi, tu t'es dit, en fait: «Bon, bah, au lieu de chercher que des postes, dans le salariat, je vais ouvrir ma micro-entreprise et comme ça, bah, je vais postuler aussi bien en tant que freelance et aussi dans le salariat. Comme ça me donne vraiment 2 axes et ça, bah, ça double mes opportunités, en fait, de décrocher, un job». oui, en fait, dans cette approche-là, c'est une approche pragmatique de ce que je veux. C'est pour ça que dans mes accompagnements ou quand je m'exprime, je parle de plan. À ce moment-là, la priorité on a tous des objectifs et des objectifs. Après, dès qu'on liste ce qu'on veut faire, on a des objectifs. Il faut déterminer la priorité et ça, c'est ce que tu fais déjà même en informatique. Tu as des problématiques, il y a des tickets qui tombent, par exemple, tu les priorises. Qu'est-ce que je vais faire en premier Et ben là, j'étais là-dedans. J'ai fait ma formation, cool, mais ça change rien, je suis au même endroit. Comme plein de gens encore aujourd'hui, j'ai fait une formation, je gagne pas un euro, ça change rien du tout. Que je l'ai ou que je l'ai pas aujourd'hui, ça change strictement rien à ma vie. Qu'est-ce qu'il me faut? Apparemment, il me faut une expérience. Ben, on va faire en sorte d'avoir le plus de chances d'avoir une expérience. Et qu'est-ce que je vois dans les offres d'emploi? CDD, CDI, auto-entrepreneur, bon par contre tout ce qui était stage et tout, fallait me laisser tranquille. Moi, en gros à ce moment-là, pour valider ce que je voulais, c'était me payer. Après la somme, je m'en foutais un peu, mais fallait me payer. Stage, alternance, je comprends pas ce principe à titre personnel, mais voilà. Surtout au niveau quand tu as des études où tu as 2-3 ans même d'expérience, je comprends pas pourquoi tu vas te casser la tête à faire ça. Voilà, les sociétés profitent de ces profils-là. Il y a pas à dire autrement. Et donc moi, à ce moment-là, mon objectif, c'était exactement ça, c'était d'avoir une expérience. Donc effectivement, c'est ce que j'ai fait. Auto-entrepreneur, allez, on va envoyer. Je sais pas ce que c'est, je sais pas comment ça se passe, mais on va voir. Mmh. Et bah, c'est comme ça que j'ai commencé, en fait. OK, en gros, tu as posé des petites graines un petit peu partout, et au bout de 3 mois, ça a germé. J'ai l'impression que trouver un comment dire? Un travail dans le salariat, c'est plus facile qu'en tant que freelance, surtout quand tu n'as pas d'expérience et toi, du coup, ce qui est venu à toi, à ce moment-là, bien évidemment, c'est vraiment, le freelance. Pour moi, c'est pas forcément plus facile. En fait, à ce moment-là, il y a différents profils. Tu vas avoir des profils qui sont comme moi,
où moi personnellement, ma manière dont mon état d'esprit, je suis pas du tout salariat. Mais genre vraiment, genre ça m'a jamais intéressé. J'ai jamais eu cette, cette idée que le CDI c'était le Graal, ce qui est super vendu en France, OK? C'est pas mon état d'esprit. Je respecte ceux qui le font, chacun fait ce qu'il veut. C'est pas du tout mon état d'esprit. C'est pour ça qu'à ce moment-là, en fait, moi ça me fait pas peur, parce que je m'en fous. En fait, ce qu'il me faut, c'est juste, gagner de l'argent en faisant de l'informatique. Donc je m'en fous. Mais il y a beaucoup de gens quand ils vont voir cet aspect freelance, auto-entrepreneur, bah, ils se bloquent. Ils vont se dire: «Ah mais les papiers, c'est compliqué, je crée une entreprise». Non, non, en fait, c'est un contrat. Le travail que vous allez faire derrière, c'est exactement le même. Il y a pas de différence. La seule différence, c'est qu'en fait, là, vous allez envoyer une facture. C'est tout ce qui va changer et le travail va être exactement la même pareil. L'auto-entreprise, c'est super facile à gérer et les opportunités potentiellement sont peut-être même plus accessibles par moment parce que des fois et c'est le système qui le veut comme ça, les entreprises ont besoin juste d'un prestataire pour un dépannage. Voilà, on va te prendre pour une semaine, on va te prendre pour 2 semaines. Ouais, on n'a pas de mec pour aller à Paris ou à Bruxelles parce que c'est ce que j'ai fait. Je me suis retrouvé à aller à Bruxelles, j'habitais à Cambrai dans le nord de la France, à Bruxelles pour une semaine. Voilà et quand j'allais mais après ils me payaient 200-250, 300 € la journée. Donc je prenais un hôtel, je faisais ce que je voulais, mais derrière je devais aller là-bas et donc pour tes premières expériences, ben, en fait, pourquoi te priver de ça? La seule chose, c'est que tu vas envoyer une facture et aujourd'hui, bah, encore plus avec l'IA, tu demandes à Claude, tu demandes à ChatGPT, il va te dire ce que tu as à faire et tu as pas grand chose à faire, hein, en freelance. C'est vraiment pas compliqué et je veux vraiment que les gens dans leur tête qui démarrent excluent le côté: «Ah maintenant c'est compliqué, je dois créer une entreprise, j'ai peur». Non, non, si tu gagnes pas d'argent, tu vas sur la plateforme de l'URSSAF, tu déclares zéro, tu vas avoir zéro. Voilà, tu vas rien payer. C'est pas compliqué, hein, c'est pas il y a rien de compliqué. Ouais, je pense aussi que les gens, ce qu'ils ont peur, c'est, de la précarité, mais ça, on aura le temps d'en reparler juste après. Je sais que beaucoup de personnes aussi, ils ont un petit peu ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur et toi, tu pas eu peur, en fait, Si. de te lancer en Ah tant si, que si, si. freelance, de prendre un poste de freelance où on te paye toi et sans expérience au final? Ouais, mais en fait, c'est pas que j'ai pas eu peur, c'est que c'est juste que je m'en foutais. Quand tu candidates, ton but, c'est de chercher une expérience. Je candidate. Je sais pas ce qui va se passer. Pour moi, on va pas m'appeler, comme beaucoup de gens. Là, du jour au lendemain, on m'appelle. «Tu dispo pour la semaine prochaine?» Bah, je vais pas dire non. Hem, si tu déma oui, c'est une mission. En plus, je vais te raconter ma première mission. C'est une mission d'une semaine à Eura Technologies à Lille, dans le Nord. On m'a envoyé là-bas, mais vraiment quand je te dis à l'arrache, mais à l'arrache. C'est ça que les gens ne comprennent pas aussi, c'est que parce que ça je l'avais entre guillemets «déjà vu» avec l'entreprise de mon père, qui lui était dans la vidéosurveillance, alarme incendie et cetera. Donc j'ai travaillé pareil avec lui, hein, sur des chantiers à Paris, à Marseille, dans les plus grandes villes, dans des magasins, dans des usines, tout ce que tu veux. Et la sous-traitance, c'est que des fois, bah, les grosses boîtes, bah, envoient n'importe qui, en fait. Ça, faut le comprendre, hein. Les grosses boîtes, des fois, envoient n'importe qui. Tu passes par des boîtes qui repassent par des boîtes, qui repassent par des boîtes et à la fin, bah, tu tombes sur toi, le petit entrepreneur qui cherche une expérience. Et ben moi, c'est ce qui s'est passé pour moi. Je me suis retrouvé où le mec m'appelle: «Allô, ouais, nani, ouais, j'ai vu ton CV et tout, on est intéressé. Est-ce que tu peux démarrer lundi prochain? Il faut, t'inquiète, ça va bien se passer. Tu vas là-bas, tu récupères le matériel, il y a des firewalls, il y a des switches, tu vas là-bas et t'inquiète, ça va bien se passer». C'est exactement ce que c'était ça le brief. OK, bah, moi je dis: «OK» et en plus il me dit: «Est-ce que tu connais quelqu'un? Parce qu'on a besoin de 2 personnes». Je lui dis: «Bah, ouais», parce qu'en fait j'avais un ami à moi qui avait rejoint la formation, qui m'avait vu faire la formation et il m'a rejoint dans la session d'après. Donc en fait, on avait 3 mois de décalage et bah, oui, j'ai dit: «Bah, oui, je connais quelqu'un» et lui aussi était en statut auto-entrepreneur, donc on y allait à 2. Donc en plus, après on s'est soutenus. C'est-à-dire qu'on est allé à une mission, on savait rien faire et les mecs, pour que la réalité, hein, ils nous ont vendus à 800 € par jour en termes de TGM. Sachant que moi, à ce moment-là, nous 2, on a été payés 130 € par jour. Donc tu te doutes bien et ça, c'est pas moi qui l'invente, c'est quand je suis arrivé là-bas, ben moi je vais pas mentir, les mecs en plus, ils nous envoyaient sur du Cisco. En fait, il y avait d je crois c'était des nouveaux switches Catalyst, je sais plus quelle version quand ils nous ont envoyé quand j'ai passé la première journée, j'ai regardé la doc, les Switch venaient de sortir il y a 3 ou 6 mois. Donc je connais rien moi de tout ça. Moi j'ai fait une formation, j'ai fait un peu de Cisco en formation, mais les Switch venaient de sortir et il fallait les mettre dans, la baie et le bâtiment c'était l'annexe de la technologie et il fallait construire et c'était en travaux en fait, c'était en chantier et il fallait les mettre et charger la conf et optimiser la configuration. Tu te doutes bien que quand on est arrivé là-bas, ben on était comme des cons en fait. Il y avait toute une équipe, il y avait une dame, il y avait un mec, ils étaient 3 je crois
et bah, ils nous arrivent, ils me disent: «Oui, nanani, alors voilà» et ils nous font un pitch, tu vois? Et nous on les écoute, on les écoute, on les écoute. Alors, bah, on dit: «Bah, nous en fait, bah, on va être transparent avec vous, on nous a appelés il y a 3 jours pour venir ici et non, on n'est pas expert, Cisco, on va rien optimiser du tout. Nous, on va déployer si vous voulez les switches, Mmh. mais on sait pas plus» et ils nous ont rien dit. Ils nous ont simplement dit: «Bah, écoutez, on comprend très bien, c'est pas de votre faute, c'est notre prestataire qui a mal géré le truc, blablabla, blablabla» et ça arrive. Je te dis pas que tout ça arrive tous les Mmh. jours, mais moi, dans cette situation-là, c'est ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est D'accord. que je me suis retrouvé dans une mission où on m'a vendu comme, un expert, alors que pas du tout, j'étais un débutant et c'est pas moi qui ai menti ou quoi que ce soit, mais c'est le business marche comme ça. En partie, je dis pas tout le temps, mais ça existe et donc je me suis retrouvé dans cette situation et tu crois que bien sûr que j'avais peur. Bien sûr que quand je suis arrivé là-bas et qu'on m'a dit de faire tout ça, j'ai eu peur. Mais bon, maintenant j'y suis, OK. c'est eux qui m'ont dit: «Bah non, bah, ce que vous allez faire, c'est que vous allez être accompagné de telle personne». Il est venu avec nous, on est allé dans la baie et il nous a montré: «On va brancher ça, on va faire ça, on va faire ça». Il nous a pas dégagés, il nous a pas envoyé chier parce qu'il nous dit: Mmh. «Vous êtes pas c'est pas vous» et puis on était entre guillemets «jeunes». Je veux dire, on est arrivé plein de bonne volonté, on n'a pas menti, on n'a pas pipoté, on a juste dit ce qui s'est passé. Après, je sais pas comment ça s'est passé en arrière-plan, mais nous, on a fait cette mission-là Mmh. et ce OK. et c'est après cette mission-là, bah, il nous a rappelés. Donc pour te Waouh! dire que finalement, bah, voilà, c'est comme ça que j'ai eu ma première expérience. Mais bien sûr que j'ai eu peur, c'est sûr que tu as peur. Mais il faut un peu dépasser un peu ses peurs pour aller chercher, ces 1res expériences. On aura toujours peur. Je vois pas comment tu ne peux pas avoir peur, sur une première expérience à moins que, tu sois un peu inconscient, quoi. Ouais. Tu penses qu'aujourd'hui, si, la même anecdote te serait arrivée aujourd'hui à l'ère de l'IA, tu aurais pris, la chose différemment? Dans quel sens? Bah, par exemple, tu savais pas comment installer un switch ni, uploader, on va dire, la configuration. Est-ce que tu aurais consulté l'IA? Tu aurais essayé de Bien faire des sûr, j'aurais recherches? bah, bien sûr, mais même là, dès que je suis rentré le soir même, je suis allé sur Google, je suis allé sur Cisco, j'ai téléchargé la doc, officielle, de la version là, j'ai essayé de regarder et cetera. Mais ça, c'est pas Mmh. je l'ai fait en cours et pour moi, charger une conf, sur un switch, ça, je sais faire. Moi, je te parle de l'aspect d'après où en fait, il nous a fait un topo sur le tableau et ils nous ont dit: Mmh. «Bah, nous, on veut une optimisation de blablabla». Je vais rien OK. optimiser. Je peux pas D'accord, je t'optimiser. comprends. Heu, Cœur de réseau et cetera. Je viens de sortir de formation, on est dans un bâtiment énorme, il y a des startups dans tout le truc. Je je vais pas leur dire: «Ah si je sors de formation, j'aurais pas le culot» et je recommande à personne de faire ça. Il y a des niveaux auxquels tu peux jouer le jeu, tu vois? Pour aller chercher une expérience. Je suis d'accord, je suis le premier à dire, quand je dis: «Il faut mentir». Il y a des niveaux, des choses que tu es capable de faire, même si tu les as pas vraiment faites, mais que tu te sens capable et que tu sais que tu vas jouer un peu au jeu. Tu peux le faire. Mais arriver à un niveau où tu as cette responsabilité, tu es débutant et tu vas pas pouvoir la jouer bien longtemps, en fait. Il y a des niveaux, tu peux pas. On le sait, enfin, quand tu es au niveau technique, quand tu arrives face à des gens qui ont vraiment une expérience et qui sont techniques, 3 questions, on sait à quel niveau tu es en réseau ou en programmation ou par rapport à ton domaine. Donc j'aurais tenté bien sûr, parce que je cherche toujours des solutions. Mon but, c'est toujours de chercher des solutions, mais au bout d'un moment, faut pas aller plus haut que ce que tu es capable de faire, c'est après c'est de la bêtise et c'est paraître pour un con. Tu peux montrer Mmh. que tu fais le meilleur, mais ne sois pas stupide et n'essaie pas de pipoter les gens, ça va pas le faire. OK, ouais, c'est clair, faut y aller au culot et puis, après on improvise. Tu répètes une phrase qui m'a marqué, c'est que la formation technique ne te trouve pas de job. Trouver un job, c'est un job en soi. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu veux dire? Parce que, bah, ça va un petit peu à contre-courant de ce qu'on entend partout, hein. Bah, en fait, c'est un constat, comme je te l'ai dit, au début, de ce qui m'est arrivé, de ce qui arrive dans mon entourage, que tu vois, enfin qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, ou des personnes qui sortent de bootcamp, de formation, de reconversion ou d'études classiques, qui te disent que le marché est bouché, qu'ils trouvent pas d'emploi. C'est-à-dire que les qualifications techniques que tu vois, parce que, bah, je vais pas dire à 90, même 100 des formations, on parle que de technique, que de technique. On va te faire un programme, globalement de formation, je prends un programme par exemple de développeur, bah, tu vas voir JavaScript, HTML, Python, Node.js, PHP, je sais pas moi, GraphQL. Ils vont te mettre 40 technologies, mais tu as passé une semaine dessus. Donc finalement, tu sais rien faire. Tu connais le nom de la techno. Il y en a deux trois que tu comprends comment les utiliser, mais tu as pas vraiment d'XP. Mais concrètement, pendant un an, tu as fait que de la technique. Et pareil sur du technicien support, pareil sur du réseau, même si le réseau, je trouve que c'est assez spécifique parce que il y a pas beaucoup, il y a pas énormément, il y a pas un gap énorme de technique. C'est des protocoles, il y a un certain type de matériel, tu as de grosses marques
et voilà, c'est très spécifique quand on parle de vrais réseaux, hein, à ce que toi tu proposes, du Cisco, du CCNA, architecte réseau, ces niveaux-là. Après la programmation, l'administration système, c'est très, très large, des technos, il y en a un paquet. Mais globalement, cet aspect-là de technique, bon, quand tu es débutant, je parle de quand tu es débutant ou en reconversion, il te faut des bases pour comprendre quand on te parle. Exemple, tu es boulanger, tu arrives dans l'informatique, je peux comprendre qu'il y a un gap énorme et qu'il te faut un minimum de bases pour comprendre le vocabulaire et savoir t'exprimer sur l'informatique de manière générale. Parce que tout domaine, il y a son vocabulaire. Mais après, pour trouver un travail ou trouver des clients, ça n'a rien à voir avec de la technique. Tu ne vas pas convaincre un client et moi, pour moi, je parle de client parce que même quand tu vas, candidater pour du salariat, c'est un client, en fait, parce que tu dois te vendre. Donc finalement, potentiellement, il faut qu'il t'achète. D'une manière, il t'achète puisqu'il te paye en salaire. Donc dans les 2 cas, il faut pouvoir te vendre et ce que quelqu'un va recruter ou ce qu'un client va vouloir acheter, c'est une garantie, que le résultat ou de ce que tu vas fournir, enfin, ou ce que tu vas fournir va être, impactant chez lui et positif, peu importe sa demande. Ça, c'est pas avec de la technique. Si tu prends des gens qui sont commerciaux dans tous les domaines, peu importe, un bon commercial, il va jamais te vendre de la technique. Parce que la technique ne convainc pas. Tu vas pouvoir convaincre une personne potentiellement qui est technique et tu vas avoir, heu, un point commun. Tu vas pouvoir avoir un petit levier là-dessus pour gagner entre guillemets, «la confiance des personnes» parce que la technique montre qu'on a un point commun, qu'on a les mêmes sujets, qu'on est toi et moi, on est curieux. Mais au moment où tu arrives devant quelqu'un, bah, en fait, ce quelqu'un, il faut que tu puisses travailler avec lui tous les jours. Donc il a envie de voir ta tête, qu'il a envie de parler avec toi, que, tu aies un impact dans son équipe, que quand tu vas arriver dans l'équipe, bah, il y a d'autres gens, que tu puisses t'intégrer à l'équipe et tout cet aspect-là, bah, tu ne le vois pas en formation. Ça n'existe pas en formation. Alors soit tu l'as parce que c'est inné, voilà, tu arrives à parler et cetera, et donc tant mieux pour toi. Mais la majorité des profils techniques, peu importe le domaine, même pas que dans l'informatique, c'est souvent des personnes qui sont introverties. Des personnes qui vont travailler dans le domaine technique, je sais pas moi, même dans l'électricité ou des choses comme ça, bah, ils sont introvertis et aller vers les autres, se vendre, se mettre en avant, avoir confiance en eux, bah, c'est pas le par défaut, quoi et ça, malheureusement, c'est très peu travaillé et même au niveau de la culture, en France, on n'est pas du genre à se mettre en avant. On est surtout du genre à rester, dans notre coin, et dire ce qu'on sait faire, avec confiance, c'est vu comme de l'arrogance et c'est ce qui m'est arrivé. C'est ce qui m'est arrivé quand j'ai passé mon examen. C'est-à-dire que quand j'ai passé mon examen et que je l'ai pas eu, tout le monde c'est à peu près présenté d'une manière où ils avaient peur, je le dis clairement et c'est-à-dire que, voilà, leur manière de parler et cetera. Alors que moi non. Moi, en fait, je savais comme je te dis, j'avais tout fait moi. Moi, je savais pourquoi j'étais venu, j'avais tout fait. Je suis allé à Pôle emploi, j'ai tout fait moi-même. J'ai fait le travail de tout le monde pour pouvoir arriver où j'étais arrivé parce que cette fois-ci, je voulais vraiment bosser dans l'informatique. Ce qui fait que quand j'arrive, j'ai travaillé moi. Moi, j'avais travaillé le réseau, j'avais travaillé le système, Linux, Windows, je m'étais renseigné, sur la partie cybersécurité. J'ai commencé à lancer, même si maintenant ça se fait, tout le temps, mais Kali Linux, je le lançais chez moi. Chaque fois que je sortais dehors, même avec mes amis, j'avais mon ordinateur avec moi, OK? Tout le temps, tout le temps. Donc quand je suis arrivé à l'entretien, bah, j'étais confiant, en fait. Je et c'est pas que j'étais arrogant, j'étais juste confiant. Je savais que j'allais travailler, ce qui n'a pas plu. Et en fait, il a approfondi. J'ai fait un des échanges de plus long, en fait, de tout le monde. Il a approfondi, il a approfondi, il a approfondi et j'ai tout le temps essayé de trouver une réponse et bah, voilà, à la fin, ça s'est pas passé parce que, bah, moi, après, j'ai mon tempérament aussi et quand tu me cherches, au bout d'un moment, bah, ça part en sucette. Mais voilà, Mmh. globalement, l'idée, c'est que, oui, la formation technique, elle a un impact. Tu peux pas arriver, sans rien. Mais moi, mon approche, c'est de se concentrer sur la capacité à se vendre, sur mettre en avant ce qu'on sait faire, comment on va s'adapter, et en parallèle, travailler la technique. En parallèle de s'exposer à ce qu'on veut et s'exposer à son veut, c'est trouver un travail et gagner sa vie en informatique et aujourd'hui, le cheminement des gens, c'est ou qu'on vend, tu te formes et quand tu te formes, quand tu as le diplôme, ça va être facile après. Et c'est pas moi qui le dis, regardez les résultats. Est-ce que c'est vrai? Non, c'est pas vrai. Aujourd'hui, Mmh. beaucoup de personnes sont diplômées, beaucoup de personnes peuvent avoir des certifications, beaucoup de personnes passent des diplômes, des masters et à la fin, ils sont autant en galère que quelqu'un qui n'a pas le diplôme. Parce que il y a d'autres problèmes. Il y a des problèmes de positionnement,
On ment aux gens. Tu ne peux pas avec un master sortir, comme je le dis si bien, commencer ta carrière en tant que DevOps, en tant qu'ingénieur, réseau spécialisé dans telle ou telle entreprise et gagner 3 000 € comme on le vend à plein de gens. C'est pas vrai. Donc moi, j'ai une autre approche qui est plus proche du terrain, c'est en parallèle. Tu candidates, tu te positionnes à quelque chose qui te semble dans tes cordes, tu candidates et ensuite tu apprends en parallèle. Ça va être dur parce que quand tu vas candidater, tu vas être nul. Mais au moins, tu vas savoir pourquoi tu candidates et pourquoi tu travailles la technique. Alors que bosser la technique pendant 5 ans, pour à la fin, on te dise: «Ouais, bah, tu es un ingénieur réseau et système, mais bon, tu vas commencer en tant que technicien support», bah, tu as un peu les boules, quoi. Et on va même te dire que, tu rien compris. C'est-à-dire, bah, non, tu vas pas commencer en tant qu'ingénieur système dans notre boîte. On va pas te donner les clés de la maison, comme ça. Faut que tu montes step by step et c'est la réalité. Ce que je dis là, voilà, on verra dans les commentaires, que les gens me le disent, mais c'est la réalité des gens. C'est-à-dire que beaucoup de personnes peuvent être extrêmement diplômés et bons techniquement, mais la majorité d'entre eux vont commencer en bas de l'échelle. Et donc, pourquoi perdre 5 ans à faire des études sur des sujets que tu ne vas jamais aborder dans ta première expérience? C'est ça moi qui me dérange, c'est qu'on investit du temps dans des choses que finalement tu n'exploites pas. Apprends ce dont tu as besoin maintenant pour l'exploiter maintenant, passe à l'étape d'après et là en fait il y a une progression, il y a une motivation, on a des victoires, on gagne, on est content, on est motivé. Mais, le je fais tout de la technique et ensuite je veux arriver tout de suite en haut, on ment aux gens. Moi, je considère que là-dessus, c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas ma réalité, c'est pas ce que je vois autour de moi, en tout cas. Mmh. Ouais, ouais. Chaque chose en son temps. Faut vraiment, c'est les petits pas qui apportent des grands changements. Faut pas faire des grandes enjambées, la montagne, il faut la gravir, étape par étape. C'est ça, Et ouais et puis le gros problème aussi, c'est que, comparé à d'autres pays, c'est vrai qu'en France, on nous a jamais appris à nous vendre, à nous vendre à l'école et ça, c'est un gros défaut et moi, parfois, ce que je dis dans mes appels découvertes, même si c'est pas forcément gentil, mais je leur dis: «Quand vous voyez des offres d'emploi, postulez à tout, et même s'il y a des postes qui vous intéressent pas, même si c'est pas le bon moment, comme ça, quand vous décrochez, un entretien et ben, il faut y aller. Même si le poste ne vous intéresse pas, allez-y. Comme ça, vous allez voir ce qu'ils vont vous poser comme question et c'est à ça. force d'entraînement, à force d'y aller, même si entre guillemets, on fait perdre du temps aux recruteurs, à la RH, eh bien, nous, d'un autre côté, on pratique et on prend confiance en nous. Et à force d'enchaîner les entretiens, eh bien, on arrivera, comment dire, le jour où on tombe, on va dire, sur le poste de ses rêves, entre guillemets, eh bien, on sera beaucoup plus à l'aise. C'est simple, c'est de l'entraînement, en fait et Mm. cette notion de faire perdre du temps en face, c'est dans les 2 sens, hein. Il y a beaucoup de recruteurs qui font perdre du temps qui vous font perdre du temps. Quand vous envoyez vos CV à 40, postes et qu'il y en a 3 qui vous répondent, vous en faites pas, hein, ils vous font perdre du temps. Faut pas avoir de remords là-dessus, hein. Mhm. Vous cherchez Ah, ça, chacun c'est un votre bon point. intérêt et ça se croise, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, bah, vous allez tomber sur la boîte, la personne en face de vous qui va comprendre votre situation, votre état d'esprit et là, il va y avoir un match. Mais si vous ne cherchez pas d'opportunités, vous ne faites pas de masse et vous ne vous exposez pas à ce que vous voulez, mais vous allez jamais level up, en fait. C'est ça, c'est un truc qu'il faut vraiment rentrer dans sa tête et dans ses actions de tous les jours, c'est si vous voulez quelque chose, allez vers ça. Ça, je le dis aussi dans certaines de mes vidéos, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui, des fois, veulent atteindre quelque chose mais ils ne prennent jamais la route pour aller atteindre ça. Ils sont tout le temps en train de faire ça, ça. Leur truc, il est là, tout le temps là, tu vois? Mais ils veulent tout le temps aller à droite, à gauche, à droite. Ils te disent: «Ouais, mais c'est parce que je suis pas trop prêt là, mais après, mais dans 2 ans, après ma deuxième formation». Ouais, mais non. Et ceux qui vont gagner, en tout cas ceux pas forcément gagner, ceux qui vont avoir un résultat et comme je le répète, quand tu as un premier résultat, tu décroches un entretien, c'est une victoire. Quand tu fais une reconversion, c'est ta première victoire. On t'a pris. Toi, à la base, tu as rien à voir, mais on t'a quand même pris pour discuter. Bon, bah, ça veut dire que ton CV, il y a quelque chose de bien dedans. Tu y arrives, tu poses des questions. Ah, ça passe pas. Ah, bah, qu'est-ce que je peux monter comme tu l'as dit, qu'est-ce que je peux améliorer? Et là, tu es vraiment dans la construction et en fait, tout ce chemin parcouru, t'amène après à, des résultats sur 4, 5, 6, 7, 8 ans comme moi. Moi, comme je vous l'ai dit, initialement, c'était zéro, hein. Moi, j'ai commencé, 0, 0, 0. Vous avez vu ma première expérience, ma deuxième expérience, c'était dans le même genre, troisième c'était pareil et ma quatrième expérience, je crois, là, j'ai passé 6 mois en support. Voilà, j'ai fait du support pendant 6 mois et après, bah, voilà, là, j'avais appris plein de trucs. La technique, j'avais appris à parler avec des gens parce que moi, j'étais très introverti à ce moment-là. Hem, j'ai appris, bah, LinkedIn, enfin, après on est dedans, on est dans le jeu, on joue au jeu. Mais si vous jouez pas au jeu, vous jouez à vous regardez la documentation du jeu tout le temps là, bah, il se passera rien en fait et donc vous allez être démotivé et bah, c'est dommage. Bah, après ça fait peur,
mais il faut jouer le jeu, faut jouer au jeu. Et ce qui va plus pencher sur la balance, c'est aussi ce qu'on appelle du coup les soft skills. Quand tu dis qu'il doit y avoir un feeling et du coup, je pense à un truc, c'est que je me dis, bah, quand on a un refus, alors qu'on a postulé à un poste, bah, il faut le prendre quelque part comme une victoire et non pas comme un échec parce que, bah, c'est que le feeling, il n'y était pas et s'il y a pas de feeling, on peut pas travailler. C'est comme un petit peu le mariage, on peut pas, se marier de force avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Donc du coup, ça revient à ça. Donc l'avantage de recevoir un refus ou même de rien recevoir, bah, c'est qu'on peut avancer et continuer nos recherches jusqu'à temps, que ça mord. C'est une question de Hem, point de vue. C'est ce qu'on parlait tout à l'heure. On a cet état mmh, d'esprit en France où on a peur de l'échec, on a peur de qu'on nous dise non, mais en réalité, en fait, c'est un truc très simple. Moi, c'est comme ça et je suis le premier à être comme ça à la base, hein. Mais avec le temps, j'ai compris qu'en fait, une des meilleures choses à faire, c'est arrêter de vous prendre au sérieux, en fait. Arrêtez de tout prendre trop au sérieux. Et je me souviens de cette phrase qui me l'a dit, c'était quand je me suis marié. C'était le maire quand je me suis marié. Il m'a dit cette phrase-là. Donc il m'a dit: «Mais pourquoi vous êtes sérieux comme ça?» alors que voilà, je venais de me «Mais voilà, tu es là, tu te maries, il faut être bien, na na na» et donc cette phrase-là m'a marqué parce que c'est vrai, je me suis toujours pris au sérieux. Moi, je fais pas ceci, moi, je fais pas cela, je m'expose pas sur les réseaux. Non, j'ai pas envie de prendre des noms, j'ai pas envie de prendre des stops et ça va dans plein de domaines, hein. Je vais pas faire ça parce que j'ai en fait, indirectement, c'est de la peur. Mais la réalité, c'est qu'on se la joue. Ça, c'est un principe, c'est une valeur. Je ne le fais pas parce que moi, je fais pas ça. Alors qu'en réalité, vous vous mettez des barrières tout seul et donc toutes les choses où on va vous dire non, ou ça va pas le faire et ça va être flippant et vous allez être ridicule, prenez-le comme une blague, en fait. Moi, quand je repense à toutes ces scènes-là où je me suis retrouvé, dans cette mission où j'avais rien à voir, bah, voilà, aujourd'hui, j'en rigole. Genre, quand je accompagne des personnes, certaines enfin, de temps en temps, je leur explique certaines scènes comme l'anglais, parce qu'il y en a beaucoup qui parlent pas anglais. Je leur dis: «Bah, il faut apprendre l'anglais» parce que moi, je t'explique, j'avais dit que j'avais marqué anglais, j'ai fait un entretien. Le mec, il m'a dit: «On bascule en anglais». Je lui ai dit: «Allez, let's go». Il m'a dit: «Présentez-vous». Je lui ai dit: «My name is Salah». Ça s'est arrêté là, quoi. Il a rigolé, j'ai rigolé. Il a dit: «Bon, bah, ça va pas le faire». Je lui ai dit: «Bah, au revoir». Bon, anecdote. Donc, arrêtez de vous prendre trop au sérieux et comme tu le dis, bah, ouais, plus on s'expose, plus on level up, plus on s'améliore et vous, vous venez chercher ça, en fait. Là, vous êtes en train de travailler et là, vous travaillez vraiment. En fait, refaire un lab que vous avez déjà fait, vous travaillez la technique. Mais quand vous êtes en entretien, vous êtes en train de chercher un travail. Quand vous êtes en train de faire un lab, apprendre une Linux ou je sais pas quoi, vous travaillez vos compétences, mais vous cherchez pas de travail. Donc vous pouvez apprendre avec des compétences tant que vous voulez, hein, mais vous ne gagnerez pas d'argent avec des compétences derrière votre ordinateur tout seul. Si vous ne vendez rien à personne, ça changera rien. Et donc oui, effectivement, c'est dur, mais il y a personne qui viendra vous chercher, si personne vous connaît, quoi. Donc bon, soit vous vous mettez sur les réseaux sociaux, soit vous candidatez, il y a plein de trucs à faire. Mais plus vous allez chercher des opportunités, plus vous allez avoir la chance de croiser quelqu'un qui va comprendre votre situation et bah, vous proposer une solution, quoi. Mais sinon, il se passera rien du tout. mmh. Mais justement, quand quelqu'un sort de formation et envoie 50, 100, 200 CV sans réponse, selon toi, c'est quoi le vrai problème? C'est le marché ou c'est autre chose? Bah, en fait, pour moi, c'est très simple. Si tu envoies 200 CV, que tu as pas de réponse, c'est toi le problème. Voilà, ça va pas plaire aux gens, blablabla, mais c'est ton problème, c'est ton CV. C'est pas toi, c'est ton CV. Maintenant, le marché, il est bouché et cetera. Pour moi, je considère qu'il n'est pas bouché. J'ai répondu d'ailleurs tout à l'heure à un commentaire sur TikTok où un mec m'a marqué ça. Je lui ai dit, «Bah, écoute, moi, sur toutes les personnes que j'ai accompagnées jusqu'à maintenant, on est à, 100 de taux de réussite entre 3 et 5 mois et dans ces personnes, des diplômés, des personnes sans diplôme, des débutants, OK? Et des personnes un peu plus expérimentées. Donc on fait comment? On fait comment? Comment je fais pour l'expliquer? Maintenant, est-ce que je dis que c'est simple? J'ai pas dit que c'était simple. Parce qu'en fait, on vend ça. Moi, la problématique, c'est qu'on vend ça. Vous faites des études, t'inquiète, vous allez trouver un travail. Ouais, vous faites une reconversion, vous allez trouver. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça l'était, pour les développeurs il y a quelques années, totalement d'accord, Eldorado si vous voulez, mais il y a quelques années, je veux dire même moi à mon époque, en 2017-2018, je commençais à démarrer, peut-être qu'à ce moment-là, si tu avais 1 an d'XP, c'était l'Eldorado. Mais je peux pas le vivre, enfin je peux pas le confirmer parce que je suis pas développeur. Mais sinon, je pense que la majorité des gens, dans leur carrière, dans tous les domaines, trouver leur première expérience, ça a été dur, hein. À moins de connaître des personnes, pour 95 des gens, sa première expérience sans réseau, c'est difficile.
Et je parle de métiers, qui ne sont pas des métiers ou des jobs, alimentaires comme je dis. Parce que trouver un job en intérim, à l'usine ou autre, sur le bat dans le bâtiment ou autre, c'est possible de trouver, OK? Parce qu'on cherche potentiellement de la main-d'œuvre. Mais je vous parle d'un métier où on essaie de construire une carrière. Trouver sa première expérience dedans quand on démarre, quand on débute et qu'on ne sait pas se vendre, bah, c'est difficile. Donc pour moi, c'est un problème de construction de CV parce que pour moi le CV, c'est un hameçon. Donc si on envoie 200 hameçons et que, ça marche pas, c'est, peut-être parce que ton hameçon, il est pas au bon endroit, en fait. OK? Tu n'envoies pas au bon endroit et que, bah, tu choisis peut-être pas le bon hameçon pour cet endroit-là. Maintenant effectivement, sur 200 CV envoyés, tu es censé avoir des résultats, quoi. Donc à un moment donné, remets-toi plutôt toi en question dans tous les cas. Qu'est-ce que je peux faire pour avoir des solutions? Que de dire: «Ah bah, c'est tout, le marché il est bouché». Parce qu'encore une fois, je ne critique pas ça. Je ne dis pas qu'on ne peut pas se plaindre, on ne peut pas constater. Mais ça, c'est la phase 1. C'est la phase 1 de la situation. Et si, tu travailles dans l'informatique et que tu restes à ce point-là, ça va être difficile pour ton informatique, hein. Parce que l'informatique, des problèmes, il y en a tous les jours, hein. Donc si, tu t'arrêtes juste à: «Ah bah, il y a un problème», ah bah, fais pas d'informatique, va faire autre chose, parce que tous les jours il y a des problèmes. Donc pense solution, constate le problème, mais concentre ton énergie sur les solutions. Et moi quand je parle et dans ma chaîne YouTube et dans mon contenu, dans mon accompagnement, mon but c'est de trouver des solutions aux gens. Je vais pas faire du drama en vous disant: «Ouais, c'est la fin du monde, il y a pas de boulot». Oui, c'est dur, c'est compliqué, ouais, si vous voulez. Très bien. Et c'est mon parcours, je l'ai fait aussi. Mais moi, si le résultat que j'ai eu aujourd'hui, je l'ai eu parce que j'ai cherché des solutions. Donc l'énergie sur les solutions. Plaignez-vous de temps en temps, ça fait du bien, blabla. OK. Mais le lendemain, on cherche des solutions. C'est tout ce qui importe, en fait. Mmh mh. Si tu fais du drama, tu feras plus de vie. Bah oui, bah, bien sûr. Ça, Mmh. c'est ce qui se passe dans tous les réseaux sociaux, plus on tranche dans le drama et on suit la tendance, plus l'algo, il te Mmh. pousse, hein, donc mais moi, c'est pas mon Et truc. il y a j'aime bien sortir une, citation, c'était Albert Einstein qui disait ça, que la folie, c'est de faire la même chose et de croire à un résultat différent. Donc c'est clair que si ça marche pas, bah, il faut se remettre en question, et essayer d'avoir, tout simplement, une autre approche. Et justement, c'est une bonne transition. Est-ce que tu pourrais nous donner, tes hacks les plus simples et les plus efficaces, ceux qui prennent 20 d'efforts et donnent 80 de résultats, la loi de Pareto, pour décrocher, des entretiens? Bah, en fait, 20 d'efforts, mais 20 d'efforts intensifs alors. Parce que il y a pas de recette miracle. Tous ceux qui vont vous dire, un nouveau truc, enfin dans tous les domaines, c'est toujours pareil. Les fondamentaux, c'est toujours ce qui marche. La base, il y a des fondamentaux, c'est toujours ce qui marche et c'est des choses que les gens ne veulent pas entendre parce que, bah, c'est pas nouveau, quoi. Mais en fait, ce que je fais, ce que dans mon accompagnement, ce que je dis aux gens de faire, là, en plus, j'ai un module gratuit sur ça, commencez par ça. Step 1, positionnement. Donc 20 déjà, qu'est-ce que je veux? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport à mon parcours, moi, mon objectif à la base, c'était d'avoir une première expérience. Donc en ayant ça comme objectif, bah, j'ai cherché des solutions par rapport à cet objectif. Donc je postule auto-entreprise, et salariat. M'en fous. Donc là, c'est la même chose. D'abord, vous commencez par vous positionner. Donc on se positionne sur quoi? Moi, je suis tech support, moi, je suis développeur, moi, je suis admin réseau. On fait quoi, en fait? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on veut? OK, et comment on se positionne? Par rapport à 2 choses, ce qu'on sait faire, OK? Ou ce qu'on se sent capable de faire et bah, le marché. Parce qu'en fait, ça sert à rien de faire un truc que tout le monde s'en fout. Parce que s'il y a un truc que tout le monde s'en fout, bah, vous allez pas réussir à vous vendre. C'est le principe de je sais pas, je prends un magasin, si, le vendeur, il vend ce qu'il a envie, bah, il va pas faire autant de chiffres que s'il vend ce que les clients ils ont besoin, hein. Donc on regarde ce qu'on est capable de faire et après ça peut être dans le sens inverse, attention, mais ces 2 points sont très importants pour se positionner. On regarde ce qu'il y a sur le marché, on explore, on commence par explorer. Moi, je parle de quelqu'un qui ne connaît pas du tout, qui connaît pas, qui redémarre soit de zéro ou reconversion. On explore les métiers d'informatique, blablabla, il y a ça, il y a ça, il y a ça, OK, OK. Qu'est-ce qui me semble, dans tous ces métiers, accessible en termes de compétences? Parce qu'on demande aussi beaucoup de soft skills, comme je vous l'ai dit. C'est pas que de la technique. C'est vrai qu'on vous envoie beaucoup de techniques, mais en règle générale, il y a deux, trois technologies qui sont indispensables et le reste, c'est, bon, si tu connais, c'est bien, mais sinon, c'est pas grave. Mais par rapport au métier que vous avez visé, donc le titre, du métier, il y a deux trois choses où vous pouvez pas passer à côté. Donc, vous définissez le titre du métier exact, vous regardez ces deux trois trucs qui sont récurrents et à partir du moment où vous avez ça, vous dites: «OK, je target ça, je cible ça, c'est ça que je vais faire».
parce qu'il y a autant de demandes, je vois beaucoup d'offres et que je pense que je peux apprendre ça assez rapidement et c'est accessible. Ne vous envoyez pas sur des trucs méga compliqués si pour vous, vous pensez que c'est trop compliqué et c'est trop long. Prenez ces 2 choses-là. On se positionne, on vise un poste. À partir du moment où on vise un poste, on fait un CV, OK, adapté à ce poste. Et c'est pas un CV, où vous racontez, tout et n'importe quoi, où vous prenez ChatGPT, vous dites: «Fais-moi un CV pour ce poste» et puis c'est tout et puis après vous l'envoyez. Non. Le CV, c'est le truc qui prend le plus de temps. C'est pour ça que je vous dis, je vais pas vous envoyer du rêve, mais le CV, c'est le truc qui vous prend le plus de temps sur 2 aspects. Un, c'est l'hameçon. Donc avec cet hameçon, vous allez choper des entretiens, pas un travail, des entretiens, des clients potentiels, mais c'est ce que vous allez choper. Et 2, vous allez structurer votre apprentissage, votre parcours, et vous faire un plan. Quand je parle de ça, je parle de, structurer, votre apprentissage, c'est, bah, qu'est-ce que je dois apprendre techniquement? Ce qu'on a vu juste avant. OK, j'ai mon CV, je vais faire technicien support. Qu'est-ce que je dois apprendre? C'est quoi les compétences exactes? OK, donc dans mon CV, je vais marquer que je vais faire telle ou telle, j'ai eu telle ou telle expérience. Si vous en avez pas, il y a des solutions pour ça, hein. Vous pouvez passer par des associations et cetera. Je vais pas redéballer, allez voir ma chaîne parce que je parle un peu de tout ça. Mais, heu, le principal, c'est se positionner et construire un CV. Et comme je vous le disais, construire un CV, on se fait un plan pour apprendre la partie technique et ce CV doit vous permettre de raconter votre histoire. Et votre histoire, c'est pas tout le monde. Donc pour quelqu'un qui parce que ça aussi j'avais vu ta vidéo où tu parlais, «Tu es trop vieux pour se lancer dans l'informatique». Ça, j'aimerais ajouter un truc, c'est, non, il y a personne qui est trop vieux. Vous avez vos contraintes, mais vous avez vos avantages. C'est-à-dire que quand on a 20 ans et qu'on sort de l'école, ben, on ne sait pas s'exprimer. On ne sait pas s'exprimer dans le contexte professionnel. On ne sait pas parler avec des gens. Et imaginons que vous avez travaillé en tant que, je sais pas moi, ressources humaines ou comptable. Bah, c'est un avantage pour vous en entretien. Parce que là, vous allez savoir comment discuter, parler, comment vous placer, comprendre ce que la personne indirectement veut vous faire comprendre et savoir réagir à ça. Alors qu'un gamin de 20 ans qui a pas passé d'entretien, qui a jamais vécu dans le monde professionnel, bah, il va être plus honnête que vous, il va être plus mal à l'aise et donc forcément, bah, vous avez un avantage. Alors peut-être que lui, techniquement, il est meilleur que vous, mais sur la partie sociale, non. Mais par contre, si vous arrivez sur un poste de technicien support où l'avantage, c'est surtout en fait de savoir communiquer et s'exprimer. Et c'est pour ça que je recommande ça quand on démarre. Bah, forcément, vous allez passer devant le gamin de 20 ans qui est meilleur que vous techniquement. Parce que lui, il est peut-être bon techniquement, mais on peut pas le mettre devant les collaborateurs puisque le technicien support dans un service informatique, c'est la vitrine du service informatique. Et il va pas être à l'aise, ça va pas le faire. Tu vois? Et ça va créer des problèmes en interne et blabla. Alors que vous, même si techniquement vous êtes pas fou, bah, vous allez savoir faire la transition, récupérer le besoin, appeler. Et ça, c'est un soft skill. Il y a pas besoin de technique. Mais ça, on peut définir ça que si on prend le temps de rédiger un CV. Et rédiger un CV, c'est beaucoup de temps en fait. C'est une introspection, c'est un peu marquer tout ce qu'on a fait avant, faire un audit de tout ce qu'on sait faire dans tous les domaines et de voir en fait ce qui match avec ce qu'on me demande dans l'offre. Et tout ce travail-là vous permet d'être très solide en entretien parce que vous savez exprimer votre histoire, raconter votre histoire, c'est cohérent, c'est structuré et on a envie de travailler avec vous. Et vraiment, ça prend du temps. Moi, quand je le fais avec les personnes que j'accompagne, ça dépend des personnes, mais ça peut prendre 2 semaines, 2 à 3 semaines de faire un CV. C'est pas, je prends Canva, badaboum, je marque des trucs, je marque Windows Server, blablabla et hop, j'envoie. «Ah, j'ai pas de réponse». Ah ouais, mais c'est normal, tu pas de réponse, tu des CV, complètement au hasard, tu donnes pas envie, qu'on te rappelle. Et bon bref, il y a plein d'autres choses, mais voilà, bref, je me suis peut-être un peu j'ai parlé un peu longuement, mais les 2 trucs 20 qui apportent 80 de résultats, c'est votre positionnement et construction du CV. Et la construction du CV, c'est ce que ça apporte derrière. C'est pas pour vos clients ou pour, les recruteurs, c'est pour vous quand vous le faites. C'est pour que quand vous arrivez en entretien, quand on vous appelle au téléphone, vous savez qui vous êtes et vous savez pourquoi vous avez appelé pour ce poste. Ce qui fait que vous êtes solide, vous êtes confiant et on a envie de vous prendre et ça prend du temps. Alors que si vous faites un CV comme plein de monde, que vous avez fait rapidement ou en 1 heure, ouais, j'ai travaillé, j'ai passé 1 heure et que vous l'envoyez et qu'on vous dit: «Ouais», comme, là récemment là, celui que j'accompagne cette semaine, il a marqué une phrase mais interminable. Administration des infrastructures sécurisées, gestion de l'authentification, blablabla et blablabla. Je dis: «Mais tu vois cette phrase-là, je la lis moi en tant que recruteur, j'ai même pas envie de t'appeler parce qu'en fait ça veut rien dire. Tu as marqué que des trucs que toi-même si je te pose une question, tu te tires une balle dans le pied, tu vas pas savoir répondre». Donc et ça, c'est parce que les gens font des CV comme ça. Je fais un CV, je marque des trucs et ça fait bien. Mais non, et un autre tips, allez, je vous donne un dernier tips. Quand vous marquez un truc dans votre CV, vos compétences, vos expériences, tout ce que vous marquez, vous devez
être capable de répondre à une question. C'est-à-dire que si je vous pose une question sur cette compétence ou sur cette expérience, vous devez être capable de raconter une histoire en moins de 15-20 secondes, de l'illustrer. Sinon, vous ne le marquez pas. Si vous marquez un truc que vous ne savez pas, auquel vous ne savez pas répondre, on ne le marque pas. C'est plus vous tirer une balle dans le pied. Ou si vous marquez un truc super complexe comme il m'a fait là, et que je vous pose la question et que vous n'êtes pas capable de l'expliquer à quelqu'un de non technique en moins de 15 secondes, vous ne le marquez pas. Parce que vous allez bégayer, transpirer, pas savoir répondre, et là, vous allez passer pour quelqu'un qui sait pas ce qu'il a mis dans son truc, en fait. Et donc, bah, arrêtez de marquer aussi rigoureux. Parce que là, on n'est pas rigoureux quand on fait ça, en fait. Ça veut dire qu'on marque n'importe quoi. Et je vous jure que 95% des CV que je vois, que je reçois, c'est toujours ça. Et malheureusement, je peux pas en vouloir aux gens parce qu'on n'apprend pas à faire ça en entreprise, ou en formation, pardon. En formation, on n'apprend pas à faire ça et c'est des jeunes. Et même moi, mon CV était pourri au début. Mais aujourd'hui, il faut faire des CV qui respectent les ATS, oui, d'accord. Il faut des mots techniques, mais il faut raconter une histoire. Parce que même si ça, comment dire, vous pensez, enfin, il y a plein de monde qui dit ouais, faut passer les ATS. On n'a rien à foutre des ATS. Les ATS, c'est facile à passer. Tu mets deux, trois mots techniques, tu les passes. Et C'est quoi après, les ATS? c'est des systèmes automatiques, enfin, je sais plus c'est quoi le terme exact, mais Oh, c'est genre l'intelligence artificielle qui va filtrer automatiquement, ou des scripts qui vont filtrer automatiquement et dire ok, bah le CV il match à 20% le poste parce qu'il n'y a pas telle ou telle compétence technique. Mais OK. rien ne vous empêche, et je vous le dis, c'est comme ça qu'il faut faire, de marquer les compétences techniques dans des phrases, en fait. Parce que le but, c'est d'expliquer ce que vous avez fait avec les outils. C'est pas de marquer Python, backend, nanani, nanana, et quand en fait, bah en fait, le mec, imaginons ça passe ATS, je le reçois, je vois un CV, je vois écrit Python, backend, développeur, Windows Server, Linux, bah, tu m'as rien dit en fait. Tu m'as rien dit. Tu m'as listé des technos. Donc ça fait quoi? Pft, ça dégage. Parce qu'en fait, je m'en fous. T'as passé la thèse, mais après, je m'en fous. J'ai rien appris sur toi. Tu m'as listé des technos connus. Qu'est-ce que t'as fait avec? C'est quoi tes résultats avec? Et explique-moi ça en m'expliquant l'outil limite. Par exemple, si vous faites ça pour des personnes qui sont non techniques, faut comprendre que la majorité sont non techniques. Donc faut dire voilà, par exemple, gestion des utilisateurs avec un système, gestion des utilisateurs et des authentifications avec Active Directory. Très simple. J'utilise Active Directory, j'ai géré l'authentification. Voilà. Donc le mec il connaît pas Active Directory, ok, parce qu'il est pas technique, mais c'est ce qu'on m'a demandé dans ma fiche de poste, hein, la boîte m'a demandé ça, et ça gère les authentifications, et ok, je comprends le français. Je lis français et je vois de la technique. Donc, le mec, il a un cerveau, il sait parler. Donc là, potentiellement, je vais l'appeler. Et ça, pour tout, en fait. Pas une fois, et après, le reste, vous racontez des histoires et des mots, vous enchaînez des mots techniques juste pour montrer que vous savez des trucs techniques. Alors qu'en fait, après, quand vous arrivez en entretien, je vous pose des questions dessus, bah, en fait, bah, c'est pour, s'authentifier, et bah, en fait, bah, je sais plus. Voilà ce que ça fait en entretien. Et donc c'est vous, en fait, qui vous êtes piégé. C'est rien d'autre. Si vous décrochez un entretien, en plus. OK, OK, je vois. Donc ouais, donc tu recommandes vraiment de s'imprégner, complètement de son C'est le CV terme. pour être le plus authentique, possible et apporter bien évidemment de la clarté, hein, puisque, De la clarté, de l'énergie. Parce que quand tu sais mmh, faire ça, comme tu l'as dit, tu t'es imprégné. Donc quand tu viens parler, tu parles. Ça aussi, tu viens de le dire, c'est pas une notion de, n'en est pas l'école. Tu viens pas dans un entretien pour tu sois comme ça: «Bonjour, bonjour, présentez-vous, je m'appelle Salah». OK. Bon, bah, on va commencer, OK. Je vous pose une question, ouais, ouais. Bah, ça, d'accord. Oui, ce que vous avez fait, sur le technologie, vous avez fait quoi? Bah, j'ai fait ça. OK. En gros, tu attends les questions. Bah, ouais, mais c'est pas ça, en fait. Ça marche pas comme ça, on n'est pas à l'école. L'idée, c'est, bah, oui, bah, effectivement, vous avez parlé de cette technologie. Bah, oui, mais en fait, ça, en fait, je l'ai utilisé dans telle expérience, quand je l'ai marqué dans le CV, quand j'ai travaillé dans telle entreprise, dans ce projet-là, j'ai réalisé ça avec ce truc-là. Ouais, c'était super et tout. Pourquoi vous avez fait ce choix technique? Ah, bah, parce qu'en fait, à ce moment-là, bah, c'est pas moi qui a décidé forcément de ce choix technique, bah, c'est, bah, le responsable, et donc, bah, moi, à ce moment-là, je me suis adapté à l'équipe, et cetera. Et là, on échange. On est en train de parler et c'est dynamique, et on se rappelle de vous. Mais si vous êtes comme ça et que vous voulez juste réciter votre leçon, si vous la connaissez, bah, vous apportez aucune énergie, on n'a pas envie forcément de travailler avec vous, et cetera, et cetera. Maintenant, est-ce que ça veut dire que ça vous garantit le poste? Non, mais on en revient à ce que tu disais tout à l'heure. Tu travailles. Là, tu es vraiment en train de travailler ta communication, et cetera. Potentiellement, après, quand tu vas arriver, tu vas vouloir démarcher des clients, quand tu vas voir d'autres personnes ou en freelance, des personnes même dans des réseaux, quand tu vas dans un networking ou autre et que tu parles, tu vas parler comme ça. Parce que tu sais qui tu es, tu sais ce que tu fais, et tu as des histoires à raconter. Mais si tu as aucune histoire à raconter, et la majorité d'entre vous, vous en avez. À chaque fois que je parle avec quelqu'un, ils en ont. C'est juste qu'ils me disent: «Non, bah, j'ai pas fait grand-chose», et je leur pose des questions. Je dois aller les chercher. Et après je leur dis: «Bah, alors, tu vois, tu viens de me raconter ça». Il me dit: «Bah, ouais, mais c'est vrai, j'ai jamais pensé, que ça, en fait, de ce point de vue». Bah, ouais, mais parce qu'en fait,
Profil introverti, on va directement au résultat, on veut pas trop raconter notre vie, donc on raconte pas, on met pas les formes, quoi. Mais ça, il faut savoir le faire parce que c'est le business, quoi. C'est l'aspect business de la vie, quoi. Et on n'apprend pas ça en formation technique, ça c'est certain. En tout cas, merci, je comprends pourquoi est-ce que j'ai tout le temps tout j'ai toujours, été refusé à mes entretiens parce que j'étais exactement comme ça. J'attendais les questions et je transpirais de tous les Bah côtés et oui. à chaque fois c'était Mais ça, c'est parce qu'on est formaté comme ça. On est mmh, formaté comme ça. Maintenant, est-ce que je dis qu'on on ne le vit pas? Bien sûr que si, qu'on le vit. Mais il faut essayer de changer sa posture et ça passe par être à l'aise et prendre, comme je te l'ai dit, être à l'aise avec le ridicule et de prendre ça comme un challenge, être et passer un bon moment. C'est ce que je dis à tout le monde quand on arrive et on arrive aux entretiens. Je leur dis: «Les gars, quand vous allez en entretien, allez passer un bon moment». Le but, c'est pas, de convaincre, de gagner un tournoi. Non, non. Vous allez passer un bon moment. Vous allez avec le sourire, vous rigolez et si en face, vous avez des personnes qui sont malaisantes, c'est pas grave. Vous avez pas bossé avec eux, comme tu l'as dit. C'est pas grave, on en a rien à foutre. Toi, tu y vas dans un bon état d'esprit pour partager qui tu ce que tu as réalisé et où est-ce que tu veux aller et ce que tu peux faire pour eux. Si vous rigolez, tant mieux. Si vous rigolez pas, bah, salut, ciao. Mais l'idée, c'est passer un bon moment. C'est pas vraiment d'être scolaire, quoi. En étant scolaire, OK. bah, on n'intéresse pas, en fait. On donne pas envie, quoi. Il faut savoir donner envie. Du coup, on peut dire, faut aller en entretien comme si on va au casino. On sait Oh, qu'on va perdre. exactement, exactement. Bah oui, il faut jouer au jeu. Enfin, Mmh. faut Faut vraiment apprendre à t'amuser. jouer au jeu. Oui, et ça, c'est l'aspect freelancing aussi. Enfin, on en parlera, je sais pas si on va continuer, mais le freelancing, c'est un jeu. Vous devez jouer au jeu. Si vous jouez pas au jeu, vous pouvez pas gagner. C'est pas compliqué. Maintenant, souvent les gens, ils se posent cette question pour quelqu'un qui n'a aucune expérience à mettre sur son CV. Mmh. Donc c'est la page blanche. Mmh. C'est quoi ta solution concrète, pour ancrer? Très simple. Comme je l'ai dit tout à l'heure, audite. Tu commences par auditer tout ce que tu as déjà fait dans ta vie. Je m'en fous, tout ce que tu as fait. Le problème, c'est que ça, tu peux le faire que, entre guillemets, «en l'accompagnant avec les gens» parce que les gens ne savent pas se challenger eux-mêmes et ils vont même pas prendre le temps de le faire. Mais l'idée, si vous êtes capable et si vous voulez avoir des résultats, vous devez le faire. Qu'est-ce que j'ai fait avant? C'était quoi mes expériences avant? Peu importe votre travail, je m'en fous. Pas on parle même pas d'informatique. Qu'est-ce que vous avez fait avant? Ouais, je sais pas, vous avez travaillé en tant que secrétaire, vous avez travaillé en tant que commercial, vous avez été vendeur, je sais pas ce que vous avez fait. Vous marquez tout. Et là-dedans, vous listez dans chacune de vos expériences, si vous en avez eu avant, hein. Là, je parle pour ceux qui en ont eu avant. Et il y en a qui en ont quand même, la majorité. Après, on va parler de ceux qui sont vraiment à zéro de chez zéro. Ceux qui en ont un petit peu eu ou qui en ont eu. Vous listez toutes vos compétences et vous essayez, s'il vous plaît, de marquer une journée type. Parce que peut-être que ça datait, mais vous marquez une journée type. Et vous essayez, après votre journée type, d'aller encore plus profondément sur ce que vous faisiez à ce moment-là. OK? Quelles tâches concrètement? Voilà. Il vous faut du contenu. Aujourd'hui, on utilise beaucoup l'IA. L'IA, si elle arrive à nous répondre, c'est parce qu'elle a eu du contenu. Elle a beaucoup de contexte. Depuis des années, elle a de la donnée. Donc vous devez faire pareil avec vous. Et si vous voulez encore un autre type, vous prenez sur, ChatGPT ou Claude, ce que vous voulez, et vous parlez. Vous racontez cette expérience, vous la racontez. J'ai fait ça, blablabla, blablabla. Elle va écrire tout ça, tout ça, tout ça. Et vous parlez, tout ce que vous avez raconté. Et avec ça, ensuite, vous demandez même à l'IA si, dans tout ce que vous avez fait là, par rapport au métier, en termes ce que je vous disais tout à l'heure, hein, positionnement, que vous voulez viser, quelles sont les compétences que vous pouvez exploiter de ces expériences-là? OK? Donc, ça va vous donner déjà des compétences et vous mettre en confiance en vous disant: «Non, vous êtes pas à l'ouest». Parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des personnes qui viennent de d'autres domaines, quand ils se reconvertissent, bah, en fait, vous avez des compétences que vous pouvez valoriser dans ce domaine-là. OK? Pour une personne qui a zéro compétence, pas zéro compétence, zéro expérience, parce que la compétence, à un moment donné, faut bosser, hein, donc tu pas d'expérience, mais il te faut de la compétence. Donc là, à ce moment-là, c'est là où la théorie a un impact, les formations techniques, il faut que tu apprennes des trucs. À un moment donné, tu ne peux pas avoir aucune compétence, de pas te former et pas d'expérience. Sinon, tu sais pas ce que tu as foutu de ta vie, mais à un moment donné, tu as fait des trucs dans ta vie ou tu as appris des trucs. C'est obligatoire. Donc si tu as fait que apprendre des trucs, il faut, savoir les mettre en valeur. Tu as 2 enfin, tu as plusieurs possibilités. La première, comme je le dis, c'est dans ton entourage. Tu as ta famille, tu as les amis de ta famille, tu as tes amis, tu as tes voisins, tu te débrouilles et on en revient à les compétences sociales. Donc, ou bien ça, je vais en parler juste après. Globalement, tu vas voir ces gens-là, de manière générale, c'est obligé dans un niveau de réseau. Donc, tu as tes parents, probablement tes parents, ils ont des amis, des voisins. Forcément, eux, si chez eux, il y a rien à faire en termes de technique, le mec a un magasin, il a j'en sais rien, n'importe quoi, tu peux, je sais pas moi, lui mettre en place son site web, heu,
le mec, je sais pas, il travaille dans tel ou tel domaine, il aimerait bien accéder à distance à ces informations, bah, tu lui montes un VPN, j'en sais rien, tu cherches. En fait, il y a personne qui va donner d'expérience si tu vas pas les chercher. Donc tu commences par ça et en fait, demain, quand tu vas être admin système, en tout cas, je parle dans mon domaine, admin système, ce que tu proposes, c'est pas de la technique, c'est des solutions à des problèmes. Donc si tu sais pas repérer les problèmes qu'il y a chez des êtres humains et proposer des solutions techniques, ça va être dur. Parce qu'en fait, c'est ton travail. Donc en règle générale, quand vous faites de la formation technique, vous êtes là-dedans. Vous êtes plus évolué que sur la partie, support, parce que support, c'est que du social, hein. Pour moi, c'est que du social, il y a rien de technique dans le support. C'est que des appels et gérer, des gens. On le voit qu'en appel free, ils voilà, ils disent une knowledge page et c'est tout. Page et c'est tout, c'est terminé. Donc si vous êtes un peu plus capé techniquement, vous pouvez proposer ça. Deuxièmement, s'il y a personne dans votre entourage, ce qui est impossible normalement, vous avez les associations. Les associations, c'est gratuit. Ils vont pas vous dire non. Vous pouvez proposer des solutions chez eux. Donc, site web, pareil, solution tech. À vous de faire l'admin système, en fait. Et de voir ce que vous pouvez mettre en place comme solution qui va avoir un impact sur la partie, euh, expérience professionnelle et qui vont, bah, avoir un impact, bah, dans vos candidatures. Faites pas un truc qui a rien à voir. Si vous visez technicien, support ou administrateur système, essayez de mettre en place des solutions qui vont avoir un impact et qui sont demandées dans les offres d'emploi. Et voilà, globalement, c'est les 2 grosses solutions et troisième chose, alors la première solution, elle rentrait dedans, c'est pour ça que j'ai dit je le dirai après, mais c'est le freelancing. Beaucoup pensent que le freelancing, c'est, simplement, bah, c'est réservé aux experts, à des gens qui ont de l'expérience, mais c'est faux, c'est faux. Il y a beaucoup, de domaines où vous pouvez être simplement indépendant et proposer des services dans plein de choses. OK? Et donc en fait, avoir un statut vous permet simplement de le faire légalement. Ce que je vous disais avant, c'est parce que vous êtes bricoleur, vous avez 18 ans, vous êtes jeune, parce que c'est sûr. Tu ne peux pas avoir 25 ans et n'avoir rien fait et ne pas connaître, de gens autour de toi où tu as fait quelque chose pour eux. C'est pas possible, ou tu t'es pas formé. Sinon, bah, tu as pas grandi en France, en fait, c'est pas possible. Tu es allé à l'école, tu as connu des gens, c'est pas possible. Donc l'autre chose, c'est le freelancing. Et le freelancing, c'est simple, c'est un statut d'auto-entrepreneur, vous avez un numéro SIRET, c'est un identifiant unique qui dit que, bah, vous avez une entreprise et que cette entreprise, c'est vous. OK? Vous avez pas de structure juridique, vous avez rien, c'est vous. Ce numéro, il est lié juste à vous, à votre personne. Et donc, légalement, après, vous pouvez aller voir, bah, des magasins, des petits commerces, les contacter et leur dire: «Bah, je peux vous mettre ça, ça, ça en place». Gratuitement? Oui, bah, gratuitement. Parce qu'en fait, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est l'expérience que vous venez chercher. Vous venez pas chercher de l'argent, l'expérience. Mais peut-être qu'en faisant ça, ça va vous amener de l'argent, des clients, des contacts, un réseau, des gens qui vont vous rappeler. Ça, vous savez pas. Et c'est pour ça que se contenter du schéma classique, je sors de mes études, je cherche un CDI ou un job salarié, c'est vraiment rentrer dans un entonnoir qui va vous bloquer dans un seul contexte de solution, en fait, qui est d'attendre la validation d'une entreprise pour avancer, que ce soit au niveau financier ou au niveau professionnel, c'est-à-dire des expériences. Mais comme il a dit comme Damien l'a dit au début, ouais, sinon si on fait ça, on reste dans sa boucle. Dans la boucle du bah ouais, mais j'ai pas d'expérience. Bah ouais, mais il faut une expérience. Bah mais j'ai pas d'expérience. Bah, on fait comment? Bah alors soit vous restez là-dedans, vous attendez que bah indéfiniment qu'il y en ait un qui daigne vous donner une expérience, soit vous allez la chercher en fait. Et ensuite, même si votre expérience, par exemple, dans tout ce que je viens de vous dire, elle matche pas exactement ce qui est écrit dans les ordonnances, eh ben, vous la romancez, vous mentez en fait sur l'expérience. Moi, c'est mon avis, et quand je dis vous mentez, ça veut pas dire, comme je vous l'ai dit, d'inventer que vous avez lancé des fusées sur la Lune, mais vous la romancez. Par exemple, vous avez mis en place, je sais pas moi, il y a une boîte, votre voisin, je sais pas moi, il bosse il a un magasin, il est fleuriste et il a un site web, et en fait, bah, à chaque fois, il prend des photos et bah, il fait avec son téléphone et il envoie, je sais pas moi, sur sa boîte mail pour récupérer les photos. Et bah, peut-être que vous avez mis en place un serveur de fichiers, vous allez lui mettre en place gratuitement, et bah, vous dites que vous avez fait ça. Mise en place d'un serveur de fichiers pour un commerce, nanani nanana, lors d'une mission en freelance et blablabla. Est-ce que là, en gros, j'ai menti comme si j'avais inventé un truc de fou et je l'ai pas fait et je suis incapable de le justifier ou de le raconter à l'oral? Bah non. Si je marque ça dans mon CV, derrière, je suis capable de dire, bah oui, j'avais mon voisin, effectivement, à ce moment-là, nanani, nanana, quand j'ai échangé avec lui, il m'avait remonté ce problème, donc je me suis permis de lui proposer cette solution-là et il a vraiment adoré. Et donc là, vous avez du bagou, vous avez de quoi parler. Vous mentez pas spécifiquement, c'est du professionnel, mais vous ne pouvez pas faire ce professionnel entre guillemets et jouer cette carte si, bah, vous n'avez pas été freelance. Et tout ce côté-là vous amène du pro. Vous êtes freelance, vous êtes en auto-entreprise, même si vous êtes junior, et cetera. Quand vous allez parler comme ça de la chose, on va voir le pro en vous. Et je vais juste rajouter un truc, des labs, c'est super, hein, tous les trucs labs, et cetera, c'est bien pour s'entraîner.
Mais arrêtez de poster, vos labs, vos trucs, sur LinkedIn, par exemple. Ça, je voulais le dire parce que je l'ai vu cette semaine. Parce qu'en fait, c'est une notion de posture. Quand vous vous présentez comme un élève, vous êtes un élève. C'est ça. Si vous postez des trucs d'étudiant, vous êtes un étudiant. Et quand on va chercher un service, donc un salarié ou un prestataire, on veut un pro. Donc on se présente comme un pro. Et c'est une question de posture. Tout ce qu'on vous dit là, oui, faites des labs. Si vous voulez, vous avez 16, 17, 18 ans, ou bien sûr, partagez-le parce que ça va vous montrer qu'à 16 ans, vous êtes costaud quand même, parce que vous êtes sur LinkedIn, vous faites des labs et tout, c'est que vous êtes costaud. À 16 ans, très tôt, ok. Vous avez 25, 30 ans, ah non, c'est fini les études. Genre là, bah, il faut vous présenter comme un pro. Quand vous allez chez le boulanger, si le boulanger en face de vous, par exemple, bah, il est, je sais pas si c'est possible, mais s'il est encore en alternance, bah, vous en avez rien à foutre en fait, qu'il est en alternance. Il va pas dire: «Bah, regardez, j'ai fait du pain, j'ai fait une démo». Non, non. Vous arrivez, il y a son truc de pain, vous le prenez, boum, vous le mangez, s'il est bon, vous allez revenir, s'il est pas bon, vous allez pas revenir. Vous avez pas besoin de savoir, il a pas besoin de se présenter en tant qu'alternant ou étudiant. Donc ne faites pas ça de manière publique ou quand vous allez vous vendre. C'est pour ça que, bah, là, on en revient à l'éducation, entre guillemets «française». Arrêtez avec vos projets d'étudiants, vous présentez aux entretiens, comme à l'école et essayez de répondre aux questions, arrêtez de courir après les stages, après les alternances. Tout ça, si vous êtes jeune, OK, et encore une fois, mesurez l'impact, pour votre intérêt personnel. Vous avez 18 ans, vous vivez chez vos parents, on vous propose une alternance à 1 600 €, go. Vous avez 25 ans, 30 ans, vous avez un enfant en reconversion, on vous dit une alternance? Non, en fait. Vous avez pas le temps pour l'alternance. Vous allez attendre encore une fois qu'on vous donne l'autorisation et vous croyez vraiment que vous allez avoir une alternance? Enfin, vous pouvez l'avoir. Mais par rapport à un gamin de 18 ans, vous avez 30 ans, vous cherchez une alternance ou un stage, on va prendre qui? On va prendre le plus jeune. Pourquoi? Parce qu'il va moins faire chier, en fait, déjà. Je vous parle clairement. Il va moins être chiant, il va pas demander, il va pas se mettre en arrêt, il a pas de famille, voilà. Et ça, c'est la réalité du terrain. En vrai, comment ça se il y a des cas particuliers. La généralité, c'est ça. Donc, acter et une posture de professionnel. C'est difficile parce qu'on se sent pas forcément légitime, tu le disais tout à l'heure, syndrome de l'imposteur. Mais tant qu'on ne fait pas, tant qu'on ne s'expose pas, vous allez pas avoir confiance. C'est comme nous là, sur YouTube, en tout cas moi c'est tout récent, ça fait 1 an. Au début, tu regardes mes premières vidéos, je suis pas du tout à l'aise, je suis là, je cherche mes mots, je bégaye et blablabla parce que c'est pas mon truc. Mais au bout d'un moment, c'est bon, je l'ai fait 1 fois, 2 fois, 20 fois, maintenant je m'en fous en fait. Des gens, ce que les gens vont penser à moi, ce qu'ils vont dire, ça y est, j'ai compris. Je fais et je partage ce que je pense. Est-ce que c'est la vérité? Pensez ce que vous voulez. Moi, je partage ma réalité. Donc ma réalité, c'est entre guillemets «ma vérité». Chacun sa vérité après. Mais globalement, je me lance, je m'expose, je prends des risques, je suis ridicule, je bégaye, je sais pas faire. Mais derrière, au bout de 6 mois, 1 an, on devient confiant, on devient professionnel et ça y est, ouais, ça y est, j'ai 2 ans d'expérience. Ouais, ça y est, j'ai 3 ans d'expérience. Mais tant qu'on ne fait pas ça, tant qu'on s'expose pas, tant qu'on va pas chercher des solutions, on en revient toujours à ça, vous resterez au même point. Donc voilà, mes conseils là-dessus, c'est vraiment d'aller chercher ces expériences coûte que coûte et comme je l'ai dit, voisins, entourage personnel, allez chercher des solutions potentielles techniques chez ces gens-là, gratuitement. Vous pouvez tout faire gratuitement, surtout avec aujourd'hui avec l'IA et cetera. Freelancing et association, pour moi, c'est ce que je vois, et c'est ce que je recommande aux personnes qui sont vraiment à zéro. Mais j'ai jamais vu en fait, toutes les personnes que j'accompagne, il y a personne qui est à zéro. Ça n'existe pas en fait. Des personnes vraiment qui sont à zéro expérience, c'est simplement qu'ils savent pas valoriser ce qu'ils ont déjà réalisé ou ils ne savent pas romancer ce qu'ils ont déjà fait. Ils tournent tout sous l'aspect des études et en fait, le problème, c'est que, bah, ils se valorisent pas. On en revient à ce que vous disiez tout à l'heure, c'est un problème, français, c'est ils se valorisent pas sur leurs compétences. Alors que tu regardes, aux États-Unis, la manière dont ils avancent tous, ils sont tous des génies, quoi. Ils ont 18 ans, ils lancent tous des startups. Alors qu'en vrai, ils ont fait un Hello World sur un script, avec Claude, ça y est, ils se prennent tous pour des génies. Mais non. Et ceux qui gagnent en plus, c'est souvent ceux-là, hein, ceux qui ont des réussi qui réussissent, c'est pas forcément les personnes les plus techniques, hein. C'est les personnes qui s'exposent et qui prennent les risques et qui, avec le temps, sont plus confiants. Et il y a pas de mal à, comme je l'ai dit, après chacun son avis, mais il y a pas de mal à mentir tant que la conséquence est positive pour vous et pour, les personnes en face. Maintenant, si vous mentez dans l'idée de manipuler les gens et bah, de pas fournir le résultat, vous êtes bête en fait, parce que ça va vous retomber dessus. Le mensonge au bout d'un moment, ça se voit. Donc quand je dis mentir, c'est parce que je dis le terme concrètement. Qu'on me dise pas: «Oui, après, ouais, mais en fait ce que tu dis là, c'est mentir». Oui, c'est mentir. Mais le mensonge n'est pas forcément négatif. Ça dépend de la conséquence et du contexte. Donc ne faites pas n'importe quoi, n'abusez pas, mais
romancer votre histoire pour aller chercher votre intérêt. Vous volez personne, hein. Vous allez travailler, en fait, donc y a pas de mal. Ouais, je comprends, il y a mentir et mentir. En fait, ce que toi tu dis, c'est d'embellir. Mais Ouais. quand on embellit une histoire, bah, c'est un petit peu l'interprétation qu'on y met. Ça veut dire que certaines personnes vont dire: «Non, il ment pas» et d'autres personnes, ils vont dire: «Bah si, il ment». Mais au final, il y a toujours une part de vérité et c'est cette part de vérité-là qu'on va embellir. Mais il ne faut surtout pas inventer, en tout cas. Ah bah, il faut pas inventer à 100 et être incapable Mmh. de délivrer. C'est ce que je Mmh. te dis, ça, c'est de la bêtise, c'est stupide. Ça Mmh va mh. se voir au bout d'un moment, à moins que tu sois un bon mythomane, mais sinon ça va se voir au bout d'un moment. Ah, c'est clair. Ouais, non, ça a du sens et c'est clair qu'arriver en entretien et dire qu'on a monté une micro-entreprise, qu'on a fait des prestats, que ce soit chez des particuliers ou dans des sociétés, ça a quand même du poids, hein. Bah oui, que de Ça a sortir quand même juste, du poids. bah, je sors d'études. Mais juste avoir dit: «J'ai monté une entreprise, j'ai 19 ans» et pour, parce que, par exemple, c'est comme ça que je l'ai tourné avec, Chan. Chan, c'est ce qu'il m'avait dit. Il avait une auto-entreprise, il avait démarré ta formation avec toi. Je lui ai dit: «Beh, qu'est-ce que tu me dis? Tu as rien fait». Là, ça montre clairement, tu es super jeune, tu as fait tout ça, tu as testé des trucs. Il m'a dit: «Ouais, bah, j'ai déjà bricolé chez mon oncle, voilà, il a un magasin, j'ai déjà fait des trucs». Je dis: «Bah, voilà, bah, on va dire ça» et bah, il a trouvé un job. Voilà, c'est juste qu'il faut savoir le mettre en valeur ce que vous avez déjà fait et en règle générale, les personnes qui se lancent travaillent. Le problème, il est pas dans le travail, hein, en fait, à chaque fois. Vous faites des formations techniques, vous vous lancez, vous payez des formations, vous prenez des accompagnements, bref, vous bossez. Mais vous ne mettez pas en valeur. Vous rabaissez toujours ce que vous faites au lieu de dire: «Bah, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça». En gros, vous montrez vos actions qui vous amènent à cet entretien-là, en fait. Et quand vous arrivez à faire ça en entretien, bah, soit vous matchez pas, c'est pas grave, soit on se dit: «Ben, ouais, lui, on va le prendre parce que, il a l'air d'en vouloir, quoi, au moins, même s'il a pas d'expérience». Belle transition sur justement sur le freelance. Comment tu fais toi pour, trouver, tes clients en freelance aujourd'hui? Bah, écoute, moi, le freelancing, il est très simple. Il y a 2 aspects. Vous avez l'aspect régie et l'aspect forfait. Régie, pour faire simple, c'est, un contrat avec une entreprise, donc comme du salariat, sauf que vous envoyez des factures au lieu d'avoir un contrat de salarié. C'est pas compliqué. Vous envoyez des factures et on vous paye. Soit vous êtes en direct. Moi, aujourd'hui, c'est mon cas parce que l'entreprise me fait confiance. Soit vous passez par des ESN et globalement, 90 des freelances dans l'informatique passent par des ESN. Alors, ESN, entreprise, service du numérique, donc globalement, c'est des boîtes, des agences d'intérim pour de l'informatique. Voilà, c'est comme ça qu'il faut le voir. Sauf que les contrats, c'est pas des contrats d'intérimaires, c'est des contrats, de freelance, de prestataires de services. Et forcément, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, les ESN, parce qu'on dit: «Oui, ils prennent des coms et blablabla et blabla». Sauf que la majorité, des offres, bah, de freelancing passent par eux. Vous allez me dire: «Bah, pourquoi? C'est pas normal, on pourrait être en direct». Oui, tu pourrais être en direct avec, le kebab du coin. Oui, c'est vrai, ça tu peux être en direct. Mais quand tu vas bosser dans des très grosses boîtes, hein, toutes les grosses boîtes françaises, du top, du comment ça s'appelle? Du CAC 40 là, qui bossent dans l'IT, hein, je vais pas les citer ici, mais vous les connaissez tous. Bah, ces boîtes-là, bah, ils vont pas bosser avec toi en direct, en fait. Parce que bah, il faut des garanties, il faut des assurances. Si tu pètes un truc, on fait comment? Et blablabla et blablabla. Ils vont pas traiter avec toi en direct, ils ont pas le temps, ils te connaissent pas. Donc, toi, en tant qu'indépendant, tu vas devoir passer par ces ESN et ces ESN, bah, c'est des personnes que tu vas retrouver principalement sur LinkedIn. Voilà, et c'est des chasseurs de tête et des recruteurs. Il y en a peut-être parmi vous qui le savent déjà, mais pour ceux qui débutent, c'est comme ça que ça se passe. La majorité des meilleures offres d'emploi, en tout cas des offres d'emploi sérieuses qui vous payeront à moyen long terme, c'est bien eux. Ensuite, donc ça, c'est un aspect des choses, donc c'est chercher des recruteurs sur LinkedIn qui globalement vont vous ramener des offres. Alors on dit qu'en ce moment c'est plus calme et cetera. Peut-être, moi aujourd'hui je suis pas vraiment exposé à ça parce que j'ai déjà mes clients, donc je suis pas aujourd'hui à la recherche de clients, j'ai pas besoin de ça. Mais globalement, moi c'est comme ça que j'ai toujours trouvé mes missions. C'est un, les sites d'offres d'emploi classiques, tout ce que vous connaissez, Indeed, Hello Work et cetera. Donc candidater CDI et freelance, mais il y a aussi des missions en freelance. La plateforme la plus connue, c'est Freework aujourd'hui, qu'elle s'appelle. Il y en a plein d'autres, donc encore une fois, faites de la masse. Il y a pas de magie, il y a pas de recette miracle. Je suis pas un génie, je suis passé par ces plateformes-là. Beaucoup vont dire: «Ouais, c'est pas comme ça, blablabla». Pas vrai, OK? Quand on démarre, on est à zéro, on n'a pas trop d'expérience, on démarre, ben, en fait, on fait ça. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est petit pas par petit pas. Quand on démarre, on prend tout, OK?
on pêche partout. Ensuite, on commence à comprendre comment ça se passe et vous devez passer par le process. Si vous ne vivez pas le process, vous comprendrez pas les méthodes. Il vous faut les process et les process, c'est: «Ah bah, il faut faire quoi? Il faut contacter les gens sur LinkedIn et blablabla, faut envoyer un message, dire: "Salut, j'ai vu ton offre d'emploi", blablabla, blablabla». Il te répond pas, bah, pas grave, on recommence, on recommence, on recommence. C'est ce que j'ai fait, OK? Et même aujourd'hui, c'est ce que je fais. Après, vous avez des autres cas, parce qu'on vous vend tout le temps, c'est-à-dire automatiser, blablabla, je sais pas quoi. Mais en fait, vous automatisez quand vous avez 100 000 personnes. Quand vous êtes tout seul et que vous connaissez personne, vous allez automatiser quoi? On n'automatise pas, quelque chose que on n'a pas éprouvé. Ça, c'est un truc aussi Ouais. en informatique. Vous voulez automatiser alors que vous avez rien fait. Vous allez rien automatiser, vous allez automatiser de la merde, en fait, concrètement et donc vous automatisez quelque chose qui marche. Quelque chose qui marche pas, on l'automatise pas. Donc on commence par comprendre le process et le premier process, je vous l'ai dit, positionnement CV, on candidate et donc les plateformes rentrent en compte de freelancing, les ESN rentrent en compte et il y a des avantages et des inconvénients. C'est chiant, ça prend du temps de candidater sur les sites. On vous répond pas tout le temps. Oui, c'est vrai. Mais on peut vous appeler et on peut vous appeler dans 6 mois quand c'est fait. Ensuite, les ESN, ouais, ils prennent un cut, c'est pas bien et tout, nanani, c'est la ouais, mais en fait, ils vous enlèvent aussi une grosse partie de paperasse et bah, s'ils sont pas là, vous bossez pas avec, la top boîte qui va vous payer un TJM entre 500 et 1000 balles par jour et qui vous allez pas parler avec eux, en fait. C'est eux qui font la com et donc oui, ils prennent un cut. Mais autant qu'ils prennent le cut et que vous l'avez la mission. Parce que s'ils existent pas, jamais de la vie vous parlez avec eux, en fait. Et c'est ça que vous comprenez pas quand en ESN, c'est que, enfin, quand on est technique, c'est qu'on pense qu'on produit, mais en fait, nous, on est des opérateurs. On est dans l'exécution. Donc, dans un business, nous, on est recyclable, en fait. Et on faut comprendre sa position là-dedans. Par contre, on aime bien ce qu'on fait, on est curieux, etc. Donc tout le monde ne le fait pas. Donc il y a des devs, il y a des admins réseau, il y a tout ce que vous voulez. Tout le monde ne le fait pas. Donc on a cet avantage-là. Mais dans un marché, chacun a sa position. C'est un peu comme la chaîne alimentaire, ok? Chacun a son rôle, il y a des avantages, il y a des contraintes. Et vous allez chercher juste des solutions. Et la solution, c'est les ESN, vous pouvez pas passer à côté. Donc il faut se faire des amis dans les ESN qui vont vous rappeler, qui vont bah, vous proposer des missions. Et derrière, quand vous allez rentrer en plus dans une mission, deux missions, trois missions, vous allez rencontrer des gens. Donc d'autres techniciens, d'autres administrateurs, d'autres développeurs, et cetera. Dans tous les domaines, OK? Bah, peut-être que voilà, dans 3 ans, on repensera à vous parce que vous avez été bon, techniquement, mais aussi socialement, OK? On a bien rigolé, tout ça, nanani, on cherche un admin système, tu es chaud à venir, on bosse ensemble, et cetera. Ça, c'est l'aspect qui vient après, comme l'automatisation. Mais initialement, il y a pas de recette miracle. C'est les plateformes, qui existent déjà et les ESN. Et au fur et à mesure, on développe aussi son LinkedIn, on connecte avec les gens, on parle avec des gens dans l'informatique. On se rend visible sur les réseaux sociaux par rapport à ses réalisations, par rapport à ses projets. Il y a plein d'autres aspects dans le freelancing que vous ne voyez pas au premier abord aussi et que je vois beaucoup qui refusent alors qu'en fait, bah, il y a pas de raison et moi je me suis lancé d'ailleurs cette fois-ci, directement là-dedans en le faisant sur YouTube. Mais avant, au bout d'un moment, vous avez 1 ou 2 ans d'expérience. Qu'est-ce qui vous empêche de faire de la formation? Moi, on m'a encore contacté il y a 2 mois pour faire de la formation à distance. Et il y en a plein des bon, comment dire? Des programmes de formation, connus, blablabla, reconversion et cetera. Bah, vous pouvez faire de la formation en freelancing. Pareil, ça vous paye 250, 300, 400, 500 € par jour. Donc le freelancing, faut juste le voir comme un moyen et pour moi, il est obligatoire, en fait, aujourd'hui. Vous pouvez pas passer à côté du freelancing en vous mettant des freins, en vous disant: «Non, c'est pas pour moi, je vais pas gérer l'administratif». Parce que vous êtes dans une ère où on va parler de ça peut-être après, mais on parle de l'IA et en fait, aujourd'hui, l'IA, elle vous apporte dans le freelancing une puissance que vous pouvez pas imaginer par rapport à des grosses boîtes. C'est-à-dire que quand on est freelance, indépendant, on commence à tout faire soi-même, OK? C'est-à-dire, on comprend la technique, on comprend l'aspect, marketing des choses, ce que j'essaie de transmettre dans mes vidéos et cetera, le business, qui était pas pour moi, hein, à la base, mais j'ai compris ça au fur et à mesure. Le social, les réseaux sociaux, s'exposer sur internet, ce que je suis en train de faire maintenant, pour trouver des clients, trouver des opportunités. Et ben, en fait, l'IA aujourd'hui, vous venez plugger à ça. OK, il faut beaucoup de compétences, comment dire? Dans différents domaines. Mais vous êtes beaucoup plus agile qu'une boîte de 50 salariés, en fait. Ce qui fait que vous êtes capable de produire des solutions aujourd'hui pour des boîtes beaucoup plus rapidement et vous êtes un seul point d'entrée de communication comparé à une agence et tout ça, bah, il a été méga accéléré avec, l'IA. Ce qui fait que je ne sais pas comment ça va évoluer dans les mois et les années à venir, mais pour moi, on a la meilleure position, en fait, en termes de freelance. On a la meilleure position parce qu'on est capable de réaliser plus, plus vite et un seul point d'entrée de communication avec, bah, des clients.
Qu'est-ce que vous voulez? Et il y a plein de nouveaux domaines qui vont arriver parce que exemple, je fais du e-commerce, je vous donne un exemple. E-commerce, Shopify, OK? Vous êtes peut-être pas dedans, mais pour faire un site Shopify, il faut créer les produits, il faut faire les pages produits, et bah, aujourd'hui, si vous prenez Claude, sur Claude, vous avez des connecteurs. Ces connecteurs, vous pouvez plugger, par exemple, le connecteur Shopify et en fait, build un site Shopify sans coder une ligne de code. Donc imaginez tous les mecs qui font du e-commerce, du dropshipping, tous les domaines en fait du e-commerce, qui ont des Shopify aujourd'hui sur leur site, hein, des petits magasins, qui veulent un site. Bah, en fait, aujourd'hui, vous, en tant que freelance, vous pouvez le pondre le site. Et en fait, avec une qualité, mais vous vous rendez même pas compte, je vous invite à aller le tester. Mais juste ça, par exemple, en termes d'expérience, vous pouvez produire ça en tant que freelance. Générer des images avec ce que vous voulez, ChatGPT, Grok, je sais pas quoi. En fait, voilà en fait le niveau de prestation que vous allez pouvoir faire est beaucoup plus vite et beaucoup plus rapidement et beaucoup plus qualitatif qu'une agence. Parce qu'une agence, il faut passer par l'entrée, par l'accueil, par le chef de projet qui va valider et blablabla. Alors que vous, il va juste parler avec vous. Ouais, il me faut ça. Ok. Bah, 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 2 heures après, vous avez un truc, vous l'envoyez. Et donc, en fait, ce niveau-là, aujourd'hui, je sais même plus comment j'en suis arrivé là, mais pour trouver le freelancing, aujourd'hui, il est obligatoire. Trouver des clients, il y a plein de possibilités. Mais si on parle d'un débutant, je reviens juste sur ça, arrêtez-vous sur la classique. Heu, statut d'auto-entrepreneur, freelancing, LinkedIn, on ajoute en masse que des recruteurs, on s'en fout du reste. Recruteur, vous avez un plateau de 100 personnes par semaine, je crois. Que des recruteurs et vous envoyez des messages. Vous regardez leur truc. OK, le mec, il a posté, une offre cette semaine, de admin réseau et moi, je vais être admin réseau. Là, j'ai vu que vous avez posté, est-ce que c'est disponible? Si vous en avez pas, blablabla, j'aimerais bien faire un entretien, blablabla. Hop, 1, 2, 3, vous faites que ça. Pardon. Au début, vous allez pas avoir de résultats. OK. Au bout de 3, 4, 5 mois, vous allez voir, votre téléphone, il va sonner une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, mais vous allez avoir des trucs. Là, on est dans le résultat de ce qu'on a fait avant. C'est plus je fais des choses, c'est je commence à avoir des retours sans faire des choses. Mais vous continuez toujours en parallèle et candidater classiquement. Déjà, faites juste ça et en masse, faire de la masse. Au début, quand on est nul, quand on est zéro, quand on est inexistant, YouTube, tout ce qu'on fait, moi, tout ce que j'aimerais, vous devez faire de la masse. Plus vous allez faire de la masse, plus vous allez grind de l'expérience, vous allez avoir plus d'expérience, plus vous allez faire mieux et plus vite. Mais ne cherchez pas à automatiser, ne cherchez pas à faire des trucs que des mecs qui ont 100 000, 200 000 abonnés vous disent de faire, en fait. Parce que leur mécanisme de prospection ou autre, ça marchera pas pour vous. Vous êtes inconnu au bataillon, vous êtes zéro. Donc, commencez par le zéro et c'est ça que les gens ne veulent pas faire. C'est le process, passer par la réalité d'être inconnu. Et ça, c'est ce qu'on appelle la traversée du désert. Vous êtes obligé d'y passer. Je suis désolé, mais vous êtes obligé d'y passer. Ouais, mais ça a du sens. Il faut d'abord faire soi-même pour comprendre et s'imprégner du process et ensuite après on peut, automatiser. Ne pas avoir peur non plus, des frais, hein, des ESN, hein. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que sans ESN, on trouve pas de boulot. Avec de l'ESN, même s'ils prennent leurs frais, on trouve un boulot. C'est un petit peu comme Booking. Booking, si tu veux, faire, réserver ta maison, pour la location saisonnière, bah, sans Booking, personne va réserver ta maison. Bon, bah, là, c'est pareil, ils prennent 15, c'est vrai. Mais, ouais, faut pas avoir peur de ça. Hem, l La principale peur du freelance, parce que bon, le CDI, hein, je te le cache pas, alors j'allais dire sécurisé, c'est un grand mot, mais on est bien à l'intérieur, on est tranquille, on a des avantages, Mmh. c'est cool. Donc la grosse peur vraiment du freelance, c'est vraiment la précarité, c'est-à-dire, perdre un client et se retrouver à zéro du jour au lendemain, ça peut arriver. Et du coup, comment toi, de ton côté, tu vas minimiser ce risque? Gestion des finances. Donc c'est pour ça que moi, je suis très content, d'avoir fonctionné comme j'ai fonctionné, c'est-à-dire en freelance, parce que quand on commence en salariat ou qu'on a cet état d'esprit ou qu'on n'a pas forcément quelqu'un qui est entrepreneur dans sa famille, on cherche toujours le CDI et la sécurité. Or, je considère que la sécurité, n'existe pas, que c'est quelque chose qu'on croit, c'est une croyance et que, le niveau de sécurité qu'on a dépend du niveau de finance qu'on a, voilà. Et je parle de la sécurité, de la vie de tous les jours dans un système où, tout est monétisé, en fait. Donc, tu veux vivre dans la jungle, il y a pas de problème, hein. Tu vis dans la jungle, tu pas besoin d'argent, hein, tu fais ce que tu veux, hein. Mais si tu vis, dans une société développée, comme en France ou n'importe quel pays développé, c'est le cash. Donc, oui, le CDI, te garantit un travail. Il te garantit pas forcément, ton salaire,
enfin, il te garantit pas que ton salaire va te permettre de vivre correctement pendant plusieurs années, c'est pas sûr. Encore plus aujourd'hui avec le niveau d'inflation qu'on a. Donc, les salaires qu'on t'envoie ne sont pas du tout indexés sur l'inflation. Donc, financièrement, oui, tu as un métier, oui, tu as un job, tu arrives à peu près à t'en sortir, mais dès que tu vas commencer à vouloir fonder une famille, etc., tu vas très vite être capé ou tu vas devoir, enfin, il va falloir mutualiser les finances pour pouvoir s'en sortir, quoi. Et ça, globalement, c'est ce qui se passe aujourd'hui en France. Et le freelancing, ça, c'est mon point de vue, moi, m'a forgé cet état d'esprit où effectivement, c'est dangereux au début. Parce qu'au début, quand tu bosses, c'est pas les bisounours, t'es pas sûr d'être payé. C'est pour ça que je vous disais, à l'ESN, ce qui est bien, c'est que t'es payé, normalement. Donc, 90% du temps, t'es payé. Mais si tu vas chercher des clients au restaurant du coin ou voisin ou je sais pas qui, faut savoir faire en sorte que le mec, il va te payer. Et là, il n'y a pas de garantie. Et oui, tu peux faire des contrats, ce que tu veux, mais le contrat, ça change rien. Si tu veux récupérer ton argent, faut porter plainte, tu vas pas avoir ton argent, tu vas perdre de l'argent. Donc, quand on est dedans, les ESN, on peut pas les exclure. Et ce qu'il faut savoir faire, c'est gérer son argent. Et aussi autre chose, c'est que souvent, quand vous êtes payé via des ESN ou des boîtes, ils vont pas forcément vous payer comme le salaire. C'est-à-dire, vous allez bosser maintenant, ils vont pas vous payer à la fin du mois. Ils vont payer à 30 jours fin de mois, 60 jours fin de mois. Donc, en gros, vous avez bossé le 1er janvier jusqu'au 30, bah, ils vont vous payer mars, avril, mars, début avril. Voilà, ça peut arriver qu'ils vous payent début avril. Donc là, c'est chaud. Parce que imaginez, pendant 3 mois, vous rentrez rien du tout. Donc, quand vous êtes passé par là, moi c'est comme ça que je l'ai vécu, bah, vous apprenez à gérer votre trésorerie. Parce que c'est quand on vous dit, ouais, tu fais 10 000 euros par mois de CA, blablabla. Ça c'est cool, c'est beau hein, dans les chiffres. Mais comme Damien le dit, des fois vous travaillez pas. Ok, des fois vous pouvez ne pas avoir de clients. Et c'est là où en fait vous devez apprendre à gérer votre trésorerie parce que quand on fait 10K par mois de chiffre d'affaires, par exemple, sur un TGM à 500 euros par jour, vous allez avoir, bon, vous restez en auto-entreprise, on va rester simple. Vous allez payer 23, 25, allez, on va arrondir à 25 pour faire des chiffres rapidement. Ça vous fait 7 500 euros net. Vous êtes riche. Vous faites partie des plus riches de France. Bravo, félicitations. Problème, vous n'avez pas de chômage. Donc, si le mois d'après vous avez plus de boulot, voilà, faut gérer l'argent. Donc, vous n'avez pas de chômage. Et faut gérer avec ça. C'est-à-dire que vous allez avoir un client qui va vous dire, là, j'ai une mission 3 mois, mission 6 mois, mission 1 an, ça dépend. Donc, si vous avez des missions de 3 mois, si on fait le calcul, sur 3 mois, ça va vous faire, je sais pas moi, 30 000 euros, 25%. Il va vous rester, je sais pas moi, blablabla, je sais pas, 23 000, 24 000 euros en tout, mais vous allez vivre pendant 3 mois. Donc, imaginons que vous dépensez 2 000 euros, moins 6 000, il vous reste 15K. Ok. Sur ces 15K, vous devez les épargner, en fait. Et l'idée, moi, c'est ce que je dis aux gens. Là, c'est seulement en construction dans mon module aussi d'accompagnement où je parle de finances aussi parce qu'il y a le freelancing, etc. C'est méga important de savoir gérer ses finances et vous devez en fait vous faire une épargne de secours. Et l'épargne de secours, c'est une épargne avec laquelle vous allez pouvoir vivre. À vous de déterminer, et ça dépend de votre aversion au risque, combien de temps vous voulez tenir. Ok. Moi, perso, c'est minimum 1 an, quoi. Ok. Vous pouvez jouer 6 mois, c'est très bien. Mais moi, maintenant, avec l'expérience et ce que je préfère avoir, c'est 1 an parce que peux me le permettre, donc c'est ce que je fais. Et avoir 6 mois ou 1 an de vie sur le côté vous permet de vous retourner à 100. Et là, on est dans la sécurité. Parce qu'en fait, là, il peut se passer ce qui peut se passer, ça change rien. C'est-à-dire que si vous avez 6 mois pour tenir, vous avez attendez, après, faut rajouter un point, la santé. C'est-à-dire que je ne tiens pas en compte du fait que vous êtes KO au niveau santé. Là, on peut rien faire quand la santé rentre en compte, on peut pas travailler, on peut rien faire. Donc la santé méga important. Ça aussi, on s'en responsabilise quand on est indépendant. On évite de tomber malade, on fait attention à ce qu'on mange, etc. Parce que quand on travaille pas, on gagne pas. Enfin, quand on est malade, on travaille pas. Si on travaille pas, on gagne pas d'argent. Donc ça aussi, c'est ça que j'aime bien aussi dans le freelancing, c'est cette notion de responsabilité. Et donc, voilà, cette notion de salariat, en fait, elle vous déresponsabilise et ça vous enlève cette notion finalement de gérer votre sécurité en vrai. Vous avez un CDI, c'est cool, mais la réalité, c'est que vous vous laissez aller sur plein de choses. Vous n'allez pas chercher des clients, vous vous développez pas plus, vous essayez pas en fait de vous sortir, vous extirper de cette dépendance à une entreprise. Ok. Alors que quand on est freelance, on est tout le temps un peu pas très bien. Et il faut trouver des clients, il faut recharger les comptes et blablabla. Mais quand vous arrivez au stade vous avez 6 à 1 an, 6 mois à 1 an de vie de disponible,
bah, tout va bien, en fait. Moi, depuis que j'ai réussi à passer ce cap-là, ce qui fait après ça dépend, hein, mais si vous avez entre 10 et 30 000 € d'épargne et ça, vous pouvez le faire en 1 an allez, entre 9 entre 6 et 12 mois, vous pouvez le faire avec un TGM à 10 000 €, enfin à 500 € par jour. OK, TGM à 600-500 €, vous l'avez quand vous avez, allez, 2-3 ans d'expérience et que vous savez vous vendre à peu près correctement. C'est entre guillemets «normal», OK? Entre guillemets, hein. Je vais pas normaliser le truc, mais c'est normal quand vous êtes un profil confirmé dans une niche demandée, à peu près correcte. Admin système, admin réseau, développeur, voilà, c'est quelque chose de cohérent. Et quand vous avez 6 à 12 mois de revenus de disponibles, bah, vous êtes large. Parce qu'en fait, vous avez le temps de voir ce qui se passe. Vous faites une mission, vous avez un contrat de 3 mois. Très bien. Donc je peux chercher une autre mission parce qu'en parallèle, il faut continuer à chercher des missions, continuer à candidater, et cetera, pour avoir tout le temps des opportunités. Après, on vous reprolonge, donc il faut savoir négocier. On n'attend pas les 3 mois avant de renégocier son contrat, OK? Vous avez un contrat de 3 mois, OK, bah, à la fin du premier mois, vous dites: «Bah, OK, ça se passe comment?» «Ah, bah, je sais pas trop, je sais pas trop». Ah, bah, en fait, dans votre tête, faut vous dire: «Bah, s'ils me disent: "Je sais pas trop", ça veut dire que c'est fini». Et si vous cherchez une autre mission, faut penser comme un mercenaire, en fait. Vous êtes pas là pour eux. «Oui, mais t'inquiète», il y a pas de «t'inquiète», je vous le dis. Parce qu'ils en ont rien à foutre, c'est vous qui allez en prendre, plein la gueule si vous avez pas de mission après. Vous allez taper sur votre épargne et au pire des vous avez pas d'épargne, vous avez pas d'argent. Donc au bout d'un mois, au bout de 2 mois, vous avez pas de visibilité, vous cherchez ailleurs. C'est pour ça qu'il faut tout le temps chercher ailleurs. Après, vous avez une mission de 6 mois, 1 an, très bien. Vous arrivez à 3 mois de l'échéance ou 6 mois avant, vous voulez renégocier votre contrat, vous renégociez votre contrat. Ouais, il faut prolonger d'1 an, et cetera. Vous devez toujours être dans cet aspect-là, mais quand vous avez 6 mois à 1 an de vie, comme je vous dis entre 10 et 30 000 € de côté, vous êtes large. Même si vous avez un trou de 3 mois, parce que vous êtes malade, parce que vous voulez voir votre famille, vous voulez faire un voyage, vous voulez faire n'importe quoi, vous voulez passer une certification, parce que vous voulez vous réorienter vers du DevOps, vous voulez faire AWS, n'importe quoi. Vous avez le cash pour réaliser ce que vous avez envie, vous êtes plus libre et vous êtes en contrôle de votre carrière. Si vous restez dans le salariat, vous resterez dépendant de votre job. Et donc, vous n'allez pas chercher à vous améliorer, vous n'allez pas chercher à vous responsabiliser plus. Et ça, c'est mon avis. Ça ne veut pas dire que tout le monde fait ça. Il y en a qui le font quand même. Mais la majorité des gens qui restent dans le salariat, c'est des personnes qui ont peur de prendre les responsabilités de leur vie et de leur carrière et ouais, de leur vie de manière générale et de s'exposer à la réalité du monde qui est que non, la sécurité n'existe pas. Vous allez dans la majorité des pays du monde, tout ça n'existe pas. Le Ce mécanisme de chômage, des aides sociales, tout ce système-là, il n'existe pas et malheureusement, ça nous forge une bulle de gens qui ont peur. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais moi, c'est pas mon système d'exploitation, j'ai jamais fonctionné comme ça. Je m'en fous en fait de j'ai pas peur. Mon but si, j'ai peur, mais mon but, c'est de trouver des solutions comme je vous le dis depuis le début et je vais aller m'exposer pour chercher ma sécurité. La sécurité doit dépendre de ce que je suis capable de réaliser et je cherche des solutions. Maintenant, je peux très bien comprendre que tout le monde ne fonctionne pas comme ça. C'est pas pour tout le monde, il y a pas de problème, mais je considère que vous devez, à un moment donné, vous y exposer pour voir si ça vous impacte vraiment et si ça change votre vie. Et encore une fois, dans une optique de trouver des solutions. OK? C'est vraiment si à ce moment-là, vous en avez marre de votre job, ça fait 5 ans, blablabla et vous voulez gagner plus de liberté, plus de responsabilité, en fait, faites l'auto-entreprise. Il y a pas de problème et vous pouvez avoir les 2 en plus. Ça aussi, les gens ne savent pas, mais vous pouvez avoir les 2, hein. Vous pouvez être salarié et votre auto-entreprise à côté et tenter le freelancing. Et vous pouvez aussi toucher votre chômage et créer votre auto-entreprise et chercher une mission. Il y a plein et en fait, on en revient toujours au même à la même chose, c'est Mmh. trouver des solutions. Arrêtez Ouais. de répéter des fois des choses et des problématiques sans avoir avancé vers l'action. Dès qu'on commence à avancer vers l'action et qu'on commence un truc, on commence à voir un autre truc, on commence à voir un autre truc et on les voit les solutions potentielles. Après, il faut les tester. Mais quand on est juste dans le blabla, la constatation, bah, bien sûr, on a tout le temps peur. Parce que on n'est pas dans l'action, on est là on met des commentaires ou on regarde et on se renseigne. Mais ça, c'est la phase 1. On en revient à constater, explorer. C'est la phase 1. Après, si on veut vraiment, bah, on y va. On met le pied dedans et on voit comment ça se passe. Ouais, c'est exactement ça. Du coup, c'est vrai qu'en posant la question, j'avais pas trop, pensé à la solution, mais ouais, il faut aborder la chose, donc peur de la précarité. Faut trouver une solution et la solution, bah, tout simplement, c'est mettre de côté. Tu te dis: «OK, la précarité en tant que freelance, c'est quoi?» Bah, si tu es en salariat, tu perds ton boulot, tu as 1 an et demi de chômage maintenant, c'est plus 2 ans. Peut-être que dans 3 mois, ça sera 1 an. Donc bah, tu te dis à ce moment-là: «Bah, mon coussin de sécurité en tant que freelance, faut qu'il soit de 1 an et demi. Comme ça, bah, je suis du même niveau que le salariat». Ouais, voilà et encore, il y a autre chose, c'est parce que voilà, je veux pas trop critiquer le système, mais cette histoire de chômage, vous avez 1 an et demi,
Mais si vous bossez 10 ans, toutes les cotisations que vous avez payées, ça dégage, hein. Vous avez Mmh. 1 an et demi, hein. Donc imaginez, est-ce qu'il vaut pas mieux prendre le risque potentiel? Vous êtes en salariat, vous faites votre auto-entreprise, vous vous mettez en freelance, de trouver une mission, 3, 6 mois, 1 an, de récupérer votre cash et en fait tous les ans d'avoir votre cash. Parce que tout ce que vous avez en surplus, soit vous l'investissez, soit vous le plâtrez. Et donc vous l'avez. Mais là, en fait, vous cotisez. Vous bossez 10 ans, vous cotisez, mais vous allez en avoir toujours que 1 an et demi. Il y a 9 ans, il y a 8 ans et demi que vous allez donner à la sécurité, hein. L'histoire de la sécurité, quoi. Moi, c'est pas trop mon plan, quoi. Ouais, ça peut être un autre sujet, mais Ouais, c'est un autre sujet. j'avais fait un calcul pour m'amuser. Ouais. Sur une carrière entière d'environ 42 ou 44 ans, de prendre toutes les cotisations que l'on paye pour un salaire médian en France et de le capitaliser en bourse. Ouais. Et ben, une retraite normale en salariat, si on utilise, la retraite traditionnelle, on a à peu près, on va dire, allez, je sais pas moi, 2 000 € par mois. Et ben, si on capitalise sur ne serait-ce qu'en bourse, sur n'importe quel, Indice, ETF ou TF. n'importe quel indice, eh bien, je crois qu'on montait à plus de 200 000 € par mois en enlevant 4 par an. Alors non, non, pardon, ce n'est pas 200 000 € parce que ça fait gros, mais on était à 40 000 €. Oui, mais dans tous les cas, les gens vendent leur responsabilité pour de la sécurité. Alors que la sécurité n'existe pas, elle est garantie par personne. La seule personne que vous pouvez faire confiance sur la sécurité, c'est vous-même. Enfin, en tout cas, c'est mon état d'esprit. Il y a Mmh. personne qui vous défendra mieux que vous-même, parce que c'est votre intérêt. Et si vous laissez ça dans la main d'autres personnes, d'autres systèmes, vous ne de mon point de vue, hein, on ne peut pas se plaindre des conséquences, parce que vous n'avez pas le contrôle. Et moi, j'ai horreur de ne pas avoir le contrôle. C'est pour ça que je reste dans le freelancing, même si on peut considérer que c'est risqué, c'est dangereux, même, heu, pour moi, j'ai pas le choix. Pour moi, j'ai pas le choix. L'autre choix n'existe pas. C'est inconcevable pour moi, en fait. Top. On arrive au dernier bloc, parce que finalement, tu as répondu à beaucoup de questions, donc on va pas faire de la redondance, c'est Ouais. nickel, je suis le truc. Hem, alors, c'est par rapport à l'IA, depuis que l'IA a explosé, est-ce que tes revenus à toi, en tant que freelance, ont baissé? Est-ce que ton métier a changé? Non. Tu parles en termes de revenus? Ouais, c'est ça. Non, Est-ce que ça a été un danger pour toi? non, aucun OK. danger. Enfin, moi, en fait, ce que je peux comprendre en termes de danger, c'est les personnes qui sont dans le dev. Mais j'avais déjà fait ce genre de vidéo. Pour moi, là, mon avis sur le dev, il commence à changer. Heu, le métier change totalement. Genre, c'est un autre paradigme. Hem, j'ai rencontré dans une de mes prochaines vidéos, je vais faire une interview d'un développeur que j'ai rencontré là, ici en Andorre, qui teste des choses vraiment intéressantes. Donc, sur les développeurs, je pense que ça va changer, la manière. Mais en fait, c'est une évolution du travail de développeur parce que encore une fois, je vous disais tout à l'heure que globalement, la technique, c'est pas le plus important. Parce qu'un développeur, à la base, son but, je vous disais administrateur système, c'est de proposer des solutions techniques et de les implémenter, OK? Ce n'est pas de les construire. Un développeur, il les construit. Un programmeur construit des choses et en fait, l'IA vient permettre aux développeurs de construire beaucoup plus vite sans coder. Mais le développeur a quand même la connaissance. Je veux dire, c'est comme si que je vous disais, voilà, vous devez construire une maison. Moi, j'ai jamais construit une maison, mais imaginons que j'ai un super outil pour construire la maison. Je vais dire de me faire une maison. Fais-moi une maison. Mais j'ai aucun terme technique qui me permet de définir comment je vais construire la maison, parce que je connais pas le métier. Donc je vais pas lui dire, tu me fais des fondations, tu me fais ça, tu me fais ça. En gros, je vais pas avoir des garde-fous aussi pour vérifier que ma maison, en fait, à la fin, elle va tenir 20 ans. Et ben là, pour moi, c'est pareil sur les applications, sur la programmation. C'est que chez les développeurs, ça va avoir un impact totalement différent. C'est pas pour moi le métier de développeur aujourd'hui qui est de produire du code et de savoir ce qu'on fait avec le code euh, en amont avant de commencer à produire. euh, on en revient à ce que je disais, c'est pas du tout important. C'est devenu pas du tout important parce que le marché, comme d'hab, il en a rien à foutre de ce que tu sais faire techniquement. Et ça a pas changé ça, hein. Ça a toujours été comme ça. Techniquement, le mec qui te recrutait en tant que développeur, il en a rien à foutre. Quand je dis le mec, je vous parle de la personne
qui sort le cash pour financer cet investissement. Je parle pas, de ton responsable technique. Je te parle de la personne qui sort l'argent et qui te paye, qui fait le virement à la fin. Lui, il sait même pas que tu existes. C'est-à-dire que ce que tu sais faire techniquement, il s'en fout. Par contre, le résultat de ce que tu as sorti, il faut que ça fonctionne pour qu'il y ait des gens qui payent, ce que tu as produit et lui gagne de l'argent. Lui, il te paye pour que tu produises, tu es un builder, tu construis des choses et en fait, ça n'a jamais changé et aujourd'hui, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ce côté builder, il est accéléré grâce à l'IA et aujourd'hui, bah, en fait, être freelance, encore une fois, c'est la meilleure solution pour toute personne qui est dans la tech. Parce qu'il va être capable de produire des choses qu'il n'aurait jamais pu produire seul. Il va avoir une agilité qu'une grosse entreprise n'aura jamais et la difficulté, c'est qu'en fait, toutes les personnes techniques, comme moi, comme Damien initialement, va devoir faire plein de choses. C'est-à-dire administratif, fiscalité, créer des boîtes, savoir faire plein de choses. Marketing, exposer sa tête sur internet, faire du business en ligne. Et en fait, cet aspect-là, il est vraiment en contradiction avec le salariat. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, le côté safe que vous voyez du salariat, les boîtes n'en veulent plus. Parce qu'en fait, aujourd'hui, avec l'IA, une boîte va demander va pas forcément demander des freelances, mais des comportements de freelance à leurs salariés. C'est-à-dire construire. Si vous êtes simplement dans l'exécution, aujourd'hui, l'exécution, il y a beaucoup de choses où elle se fait seule. Notamment avec du code, comme je vous disais tout à l'heure, cet exemple avec Shopify. Si je veux créer un site e-commerce, je peux faire Shopify. Mais avant, le Shopify, il fallait y aller. Il fallait construire Shopify, bam, je vais sur le site, je crée un truc, je copie les textes, je génère des textes. Maintenant, je vous l'ai dit, Claude, connecteur, Shopify, ok, fais-moi un site pour vendre des vélos. Vous faites que ça, hein, sans les mains. Il fait un site pour vendre des vélos. Je vous invite à le télécharger. Il fait un site pour vendre des vélos, processeur de paiement, tout marche. Tout marche. C'est pas que ça marche pas, tout fonctionne. Après, il y a des bugs, il faut peaufiner, mais il y a juste à peaufiner en lui parlant. Il y a pas besoin de connaître ce que c'est qu'une variable, une fonction, le format, on s'en fout. Et donc cet aspect-là fait que l'IA, aujourd'hui, oui, change drastiquement l'aspect du code pour les développeurs et les profils builders, des personnes qui construisent des choses, qui mettent en place enfin, qui construisent des choses, surtout qui construisent, c'est, des profils qui, vont être méga augmentés grâce à l'IA. Donc aujourd'hui, pour moi, l'IA vient méga augmenter des personnes qui savent faire des choses et des personnes qui sont de mon profil administrateur, on va dire système, qui ne sont pas des développeurs, qui savent pas coder. Bah, nous, en fait, pour moi, on est déjà là-dedans. Nous, on est déjà des builders, en fait, à la base. Puisque on ne construit jamais, les applications. C'est les devs qui les build, les applications. Mais nous, notre but, c'est de les implémenter et de définir les solutions techniques. Donc, tu me dis un problème et je te dis, bah, telle solution, elle est bien. Donc, je te build le système qui te permet d'interconnecter le GLPI pour faire des tickets, le gestionnaire de paquets pour ça, l'authentificateur. Je te les interconnecte et je te les sécurise. Donc, nous, on fait déjà ça. Donc, pour moi, ça me permet juste d'accélérer ma manière de travailler et je pense que dans les années à venir, on va changer la méthode de travail. C'est-à-dire que potentiellement, on sera plus derrière des claviers avec des écrans en train de travailler comme ça. Peut-être que, je te dis ça parce que je l'ai vécu, enfin, avec ces développeurs que j'ai rencontrés, il était dans là-dedans. Il avait des lunettes, les X-ray, je sais plus comment. Il avait son écran là-dedans et il était avec son téléphone et avec son téléphone, il avait, Hermès, qui est, un équivalent de OpenClaw et il parlait. Et il était capable en fait d'itérer sur sa code base, et il voyait tout en fait sur son écran. Et il parlait en fait. Et lui en fait ce qu'il a développé, c'est un workflow pour vérifier les logs. En fait, tout ce qu'il fait, c'est vérifier des logs et consulter, ce que, l'IA est en train de produire. Et donc cet aspect-là, je pense qu'on va arriver là-dedans, où en gros, il va falloir mettre des garde-fous, OK? Mais la différence, c'est que, comme je l'ai dit, quelqu'un qui est seul, donc qui est freelance, ne va pas se retrouver face aux contraintes d'une boîte où il y a 100 ou 200 personnes. OK? Parce qu'encore une fois, dans l'exécution, on va être beaucoup plus rapide. Donc, pour le freelance, bah, c'est méga gagnant, en fait. Parce qu'on peut produire des choses, on est beaucoup plus agile. Par contre, ça va demander beaucoup de travail sur plein de domaines. Comme je disais, tout ce que j'ai mentionné depuis tout à l'heure, du marketing, de la fiscalité, de la communication, du business, savoir se vendre, tout des choses que des personnes qui resteront dans le salariat, oui, vont avoir des difficultés. Parce que l'exécution dans le salariat, ça va peut-être mettre du temps avant d'arriver à des choses, que je pense qui vont arriver. Ça va peut-être mettre du temps, mais on va y arriver à un moment donné et vaut mieux tester maintenant, prendre ses opportunités et ses risques,
pour, avoir une certaine position d'expert là-dedans et tout simplement, d'augmenter sa sécurité par les finances. Mais à la base, bien sûr que non, que l'IA me fait absolument pas peur. Mais il y a que les personnes, je pense, qui n'ont pas des profils techniques, qui en ont peur, des personnes, qui démarrent dans le domaine et qui entendent partout dans les médias que ouais, l'IA, va nous remplacer. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que ça fait 3 ans, 4 ans qu'on a eu le ChatGPT qui a été publié, pour tout le monde. J'ai toujours pas vu des robots dans les entreprises, quoi, hein. Vous me dites, si quelqu'un était remplacé par un robot, faut me le dire. Ouais, non, mais c'est clair, si vraiment il y a un métier que l'IA a rebattu les cartes, c'est bien celui du dev et dans tous les cas, hein, c'est quand internet est arrivé, bah, c'est pareil, il a fallu remodifier notre façon de travailler et ça, on peut en citer beaucoup de choses, hein, qui sont arrivées, ces 10 dernières années, ces 20 dernières, ces 30, 40, 50, même, tous les 5 ans. Ça fait partie de l'évolution et moi, je vois les choses aussi que l'avantage si on part du principe qu'on est des êtres créatifs et on l'est, on a ce besoin de créer, bah, l'IA, ça va permettre en fait, d'éviter de faire des tâches chronophages, à répétition, celles qui n'ont vraiment plus aucune valeur et on va faire des choses qui ont vraiment de la valeur, des choses créatives, ce pourquoi on est fait. Aujourd'hui, beaucoup de techniciens support se sentent bloqués au boulot. Je le vois, ils disent souvent: «Je fais des tickets, je vois un ticket», ils font des aiguilleurs de tickets. C'est des routeurs de tickets. Ouais. Et du coup, bah, ils ont plus cette flamme et ils veulent changer, ils ont l'impression de plus rien apprendre. Bah, demain, ça, c'est sûr que ça va sauter. Ça va être l'IA qui va le prendre et ces personnes-là pourront enfin faire quelque chose qui a plus de valeur. Bien sûr, c'est quelque chose qui peut se passer comme ça, mais moi, pour ces personnes, encore une fois, ne demande pas la permission. Là, malheureusement, c'est que ces personnes attendent qu'on les fasse Mmh. évoluer. Alors que si tu te sens pas bien à ce truc-là et que tu as envie d'évoluer, je l'ai dit encore cette semaine avec, quelqu'un qui a rejoint l'accompagnement et qui a vécu la chose. Je lui ai dit: en fait, je lui ai dit initialement: «En fait, faut penser comme un mercenaire et il faut bouger, quoi». Il me dit: «Bah, en fait, tu as carrément raison parce que j'ai attendu et tout et les mecs, dans cette ESN, ils plaçaient des stagiaires avant moi parce que les stagiaires, ça leur coûtait rien». J'ai dit: «Bah, ouais, bah, voilà, ça s'appelle le business, ça on va pas te le dire, mais c'est le business et tu as attendu pendant 3 mois et après ils t'ont dégagé». Bah, ouais et malheureusement, il faut, chercher des solutions pour soi-même. Donc voilà, en tout cas, voilà, pour ces profils-là, potentiellement, oui, ils sont en danger s'ils ne cherchent pas des solutions. Mais ça, tu sais, elle est là la sécurité dont on parle en salariat. C'est cet aspect de sécurité. C'est la Mmh. sécurité que je te garantis un travail, mais je te garantis pas forcément, toute ta carrière et encore moins dans l'informatique. C'est pas possible. Donc prends tes responsabilités, ça fait peur, on n'est pas forgé comme ça, mais prends tes responsabilités et va chercher ce que tu veux. T'es pas plus bête qu'un autre. En plus, la majorité des gens travaillent. C'est pas des gens qui travaillent pas, quoi. Je veux dire que quand tu fais de l'informatique, en règle générale, tu es quelqu'un de curieux et l'IA te permet, comme tu l'as dit, de travailler ta créativité et cetera. Donc, en règle générale, tous ces profils-là, c'est des gens qui sont curieux, qui aiment résoudre des problèmes, qui ont quand même un minimum de patience, qui peuvent être stimulés par ça, mais l'éducation, le système, leur fait peur. Alors que, oui, ça peut faire peur au début, c'est comme une vague, quoi. Au début, la vague, tu en as peur, mais après, quand tu commences à la prendre 1 fois, 2 fois, 3 fois, tu as compris que bon, il y a peut-être des vagues de 6 mètres, faut éviter, mais les vagues de, voilà, 50 centimètres, 1 mètre, tu peux te les prendre, hein. Donc faut s'exposer, ne pas avoir peur, de l'IA et l'IA de toute façon, ouais, l'IA, c'est le tsunami pour ça. Donc je vous en parle depuis tout à l'heure, mais vraiment, il y a plein de solutions au niveau du freelancing, sur des comment dire? Sur des axes que vous ne pouvez pas voir tant que vous ne les avez pas expérimentés. Moi-même le premier. Quand je vous parle de Shopify, là, c'est parce que je me suis lancé dans le e-commerce il y a quelques mois et en fait, ça, je peux pas le voir, moi. Moi, si je suis dans ma bulle d'admin système et que je fais ça, jamais de la vie, je vais voir ça. Alors qu'en fait, c'est une opportunité. Là, en gros, je vais sur internet, j'utilise des Shopify en France, parce que vous avez des plugins pour faire des trucs comme ça. Je contacte les mecs, je leur dis: «Si tu veux, je te refais ton site, blablabla» et boum, je me fais une base de clients, de 10 clients qui potentiellement veulent que je sois, leur assistant technique sur leur e-commerce. Voilà, je vais vous trouver une piste potentielle de prospection et ça, l'IA en ramène plein. Mais si vous n'explorez pas, heu, des domaines qui sont adjacents aux nôtres, de l'informatique, vous aurez pas ce genre d'opportunité et l'IA aujourd'hui, elle rabat carrément les cartes. Il faut voir ça comme un avantage, comme une source d'opportunité parce que c'est instable et dans l'instabilité, c'est là où il y a les opportunités
que d'aller chercher la stabilité, la sécurité, où là, bah et entre guillemets, c'est plus dangereux aujourd'hui avec toute l'instabilité qui existe autour de la technologie, d'aller là-dedans que, bah, de s'exposer directement et d'être comme ça là dans les tremblements et de choper la corde qui fait que ça vous allez vous en sortir, quoi. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Ne vous prenez pas au sérieux et jouez au jeu. En fait, le seul gros danger que je vois moi de l'IA, c'est le syndrome de l'objet brillant. Il y a tellement d'opportunités qu'on a envie de tout faire en fait et on est submergé. Il y a tellement de Je suis possibilités d'accord. aujourd'hui, c'est incroyable. Je suis d'accord. Moi, j'ai un peu abandonné ce côté-là. Mais en rencontrant des gens, c'est pour ça que je vous invite à rencontrer des personnes, vous tombez des fois sur des personnes qui sont en pleine exploration d'un truc. Et là, moi, ce que cette personne m'a montré, ça m'a changé, quoi. Quand je dis ça m'a changé, j'ai vu tellement en fait, je me suis dit: «Ça, c'est le paradigme, c'est un nouveau paradigme dans l'informatique». C'est une nouvelle façon de travailler, qui va peut-être jamais se réaliser, mais j'ai vu dans ma tête tellement de use cases possibles, quand je l'ai vu me faire tester là, ses lunettes, son téléphone et cetera. Je me suis dit: «Bon, là, c'est un peu bricolé» parce qu'il a bricolé un peu tout ça et cetera, mais bah, par exemple, je sais pas moi, tu es commercial, tu plus besoin d'avoir un écran et cetera. Tu les lunettes, tu l'écran, blablabla, tu as un truc où tu peux parler, tu parles avec le commercial, blablabla, automatiquement tu challenges l'IA pour qu'il fasse un truc et en même temps, enfin, tu vois, tout ça change tout. Tu plus besoin d'être au téléphone, tu plus besoin d'être devant le clavier, de taper dans la code base: «Attendez, je vous pose une question», blablabla. Non, en cours, l'écran il est dans tes lunettes, tu parles avec la personne, automatiquement ça peut être envoyé à la base de données et automatiquement ça te remonte sur l'écran à gauche l'autre partie et tu peux répondre à la personne dans du support assurance, voiture, des choses comme ça. Enfin, quand il m'a parlé de ce mécanisme-là, pour moi, l'IA vient rabattre les cartes, pas à une couche d'outils, mais à la couche, initiale. C'est-à-dire, il faut revoir tout le process en commençant par l'IA. Alors que moi, jusqu'à maintenant, je parlais de l'IA et je l'utilisais dans ma vie de tous les jours comme un outil en plus à mon ordinateur. En gros, mettre l'IA au premier abord en entry point et à partir de là, commencer à revoir le process, le cheminement de travail dans ce qu'on fait tous les jours, tu vois? Mmh. Ouais, bah, en tout cas, c'était super intéressant. Merci infiniment Salah pour, toute la valeur, partagée et Super. si je devais, retenir une chose, bah, c'est ça, c'est d'arrêter, d'attendre, d'être prêt. Vous ne le serez jamais. Exposez-vous, passez à l'action et les résultats, bah, finissent, par arriver. C'est un petit peu exactement la philosophie qu'on partage tous les 2, c'est-à-dire que c'est en faisant qu'on apprend et non pas en regardant. Sinon ça s'appelle, Netflix, tout Bah, simplement. ouais, Et simplement. hem et dis-moi Salah, pour ceux qui veulent, continuer à te suivre, ou se faire accompagner, où est-ce qu'on peut te retrouver? Bah, vous pouvez retrouver ma chaîne, comme l'a dit Damien, bah, qui s'appelle Salazar sur YouTube. Et puis, bah, en mettant en description aussi, bah, le site par lequel vous pouvez passer pour récupérer actuellement une formation gratuite. J'ai décidé de faire ça maintenant. Je vais toujours vous mettre une petite formation gratuite, bah, qui va changer au fur et à mesure. Donc vous pourrez récupérer ça et puis, bah, pareil en description de ma chaîne YouTube, vous pourrez soit me contacter pour un appel si vous êtes, vraiment motivé à trouver des solutions, hein. Je pense que si vous avez vu cette vidéo, vous avez vu un peu mon état d'esprit. Mon but, c'est d'avoir que des réussites. Je veux pas de pertes. Donc le but, c'est d'avoir des profils qui gagnent et bah, qui ont des résultats. Donc je vous ferai pas entre guillemets, je ne vous embarquerai pas dans cet accompagnement si je ne pense pas qu'on peut réussir et bah, je filtre globalement, enfin énormément ça, parce que je fais ça en parallèle de mon activité. Je suis toujours freelance encore une fois, donc vous pourrez me retrouver tout ça en description de ma chaîne YouTube et bah, on mettra ça, description de, bah, de cette vidéo normalement. Mmh, super. Il y a quoi dans ta formation, qu'est-ce que tu proposes à l'intérieur? Globalement, le programme, il est très simple, c'est tout ce que je vous ai dit là à l'oral, hein. Il y a une grosse partie de tout ce que je vous ai dit à l'oral. Maintenant, il faut comprendre que ce que je dis là en 2 heures, c'est pas quelque chose, de simple à mettre en place parce que, comme je vous l'ai dit, c'est tout le process. Le positionnement, on en discute, vous faites vos recherches. Ensuite, on en discute. Je vais chercher, ben, vos accompagnements, enfin dans l'accompagnement, c'est-à-dire que moi, quand je dis l'accompagnement, c'est que des calls comme ça, j'en fais. Toutes les semaines, j'en fais avec mes élèves en individuel. Et bah, positionnement, on définit votre positionnement, on détermine, bah, on refait complètement votre CV, on retravaille tout ce que je vous ai dit, votre histoire. Ensuite, on passe le cap sur le freelancing. Là, je parle pour les profils qui sont débutants, mais si vous êtes déjà expérimenté, que vous voulez passer dans le freelancing,
bah, on prend les choses au sérieux, on met en place un plan, on met en place une roadmap. Je réponds à votre question, vous passez des entretiens, vous me demandez comment vous améliorer. Je fais marcher aussi mon réseau sur plusieurs aspects. Si vous êtes développeur, j'ai des développeurs qui peuvent intervenir. Si vous êtes, je sais pas moi, dans la cybersécurité, pareil, je peux vous donner des recommandations là-dessus parce que je connais aussi des personnes là-dedans, etc., etc. C'est un accompagnement très personnel qui permet d'avoir des résultats. Il y a pas, le programme actuellement, c'est de construire sa carrière en informatique. Tout ce que je vous ai dit là, en fait, je vous accompagne à le faire dans vos doutes, etc., à vous répondre, vous dire ce que vous faites de bien, vous dire ce que vous faites de mal, et sans vous raconter des bobards, hein. Donc si vous n'êtes pas prêt à ce que quelqu'un vous parle de manière honnête pour progresser, bah, ça sert à rien, quoi. Tout ce que je vous ai dit là, en fait, tout l'état d'esprit, je pense que vous avez retrouvé là-dedans. Vous l'avez retrouvé dans l'accompagnement et c'est exactement la manière dont je m'exprime et dont je transmets des choses quand j'accompagne les personnes. Et je te dis, jusqu'à maintenant, tout le monde est content. Ils ont tous des résultats. Et, euh, et moi, ça m'amuse bien de faire ça aussi, en fait. Si cette vidéo vous a parlé, alors mettez un pouce bleu histoire de jouer un petit peu aux youtubeurs et surtout si vous avez des questions en suspens, alors laissez-les en commentaire juste en dessous et on se fera un plaisir peut-être de refaire un autre live pour répondre vraiment à toutes vos questions.